Est-ce que tu peux me parler de toutes les améliorations que tu as eues, grâce au carnivore? Le mental, psychologique, la clarté mentale, un apaisement global, un stress qui a énormément diminué. Autre amélioration sur, tout ce qui est, d les douleurs, pas de courbatures, rien du tout, la peau clairement, quasiment plus d'éruptions cutanées. Globalement, je suis toujours de bonne humeur, c'est voilà, pas lunatique, pas la pousse des cheveux. A priori, mes cheveux poussent beaucoup plus vite qu'avant. Je ne tombe plus malade. Je n'ai pas été malade depuis, mais malade, je te parle de rhume, je te parle de d'avoir de la fièvre, enfin, tu vois, le Mmh. truc un peu banal, on va dire, depuis janvier 2022. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Quentin, qui fait un régime carnivore depuis 2 ans et qui a soigné beaucoup de choses, dont entre autres ses insomnies. Bonjour Quentin. Bonjour Raphaël, merci de m'inviter sur ta chaîne, c'est un Bah, honneur merci pour moi. d'être venu. Je veux tous les détails, parce que j'ai regardé la vidéo de Loïse et Mmh, j'ai vu que tu as beaucoup, beaucoup de phases de régimes différents et de choses différentes qui se sont passées, c'est ça. durant ton voyage, nutritionnel et du coup, Mmh, j'ai mmh. vraiment envie de faire une timeline gigantesque parce que et en plus, enfin, beaucoup, beaucoup de choses à parler. Donc, heu, on va commencer par le début, le vrai début, avant carnivore même, Ouais, parce que j'ai envie de ouais, revenir au moment où tu as dit que tu étais obèse. Donc vas-y, je te laisse mmh, raconter ça. OK. Mon histoire, avec l'alimentation, mon intérêt pour l'alimentation, pour la santé, démarre en se chevauche sur l'année 2012-2013 où, au fait, j'arrive à donc à cette époque-là, j'ai, 22 ans. Je suis obèse, je fais un peu plus de 100 kilogrammes pour 1,80 m et alors après, j'ai pas de diagnostic de maladie parce que déjà à cette époque-là, j'étais pas, abonné au médecin mais clairement j'ai beaucoup de problèmes de peau. J'ai des palpitations cardiaques, puis parfois des douleurs à la poitrine, régulièrement des choses un peu bizarres qui viennent, qui s'en vont, des problèmes d'équilibre, des douleurs articulaires de partout, un transit qui est complètement, qui est anarchique. Ça peut être, des constipations, des alternances de constipation, de diarrhée. À la limite, la seule chose qui est pas vraiment impactée, enfin, j'ai pas eu l'impression, c'était, l'humeur, c'est-à-dire enfin que j'ai dans mon mode de vie qui était complètement, néfaste, hein, c'est-à-dire que, je mangeais, relativement transformé quand même. Beaucoup de pizza, beaucoup de sauces, beaucoup de céréales. Hem, je me rappelle que mes repas du midi, c'était des sandwichs, donuts ou des sandwichs triangles, tu vois? Après c'était pratique, hein, après, tu fais une Oui, bonne sieste. C'est pratique pour la sieste. ah, je Et connais. mais du coup voilà quoi, je suis pas plus gêné que ça, je vois bien que je suis pas en forme et je suis pas en santé, mais voilà, je l'accepte, mais par contre dans mon entourage, on s'inquiète et puis, voilà, c'est jamais, très agréable d'avoir, un proche, ou un enfant qui est obèse. C'est pas il y a aussi l'aspect, l'image que ça rend. Et au fait, je suis sorti de ça, grâce à la course à pied. C'est-à-dire que j'ai découvert, donc je vis au Mans, dans la Sarthe et il y a une course qui est qui est populaire, qui est assez mythique, c'est le Cross Ouest France, heu et c'est une course qui à l'époque, maintenant elle l'est plus, mais qui était gratuite et donc qui avait lieu, courant janvier et donc tu vois, c'était là vraiment la course, énormément de Manceaux et de Mancelles, faisaient cette course, c'était la course de l'année, quoi. Et du coup, bah, moi, sur un défi familial, je me j'ai fait cette course-là et puis j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le l'émulation, et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, faut que je m'entraîne, quoi, faut que l'année prochaine, l'année suivante, j'essaye de faire mieux». Et puis me prenant au jeu et ayant un passif étant enfant, d'être, sportif, j'ai touché à plein de sports. Bah, j'ai essayé de comprendre comment faire pour m'améliorer et j'ai très vite compris que le poids était un ennemi, Facteur. l'ennemi du coureur et j'ai commencé du coup à m'intéresser à l'alimentation et donc du coup là, le cheminement a été assez long
et progressif parce que, bah, voilà, j'étais autodidacte, et du coup, tu fais toutes les erreurs possibles. Mais bon, Oui. c'est bien aussi, quoi. C'est plus long, mais je pense que, c'est plus fort aussi. Je pense que tu peux vraiment, tu sais de quoi tu parles. Et donc j'ai commencé à arrêter tout ce qui était très transformé. Je suis allé sur du un peu moins transformé, c'est-à-dire, j'avais quand même les pâtes, du pain intégral, tu vois? Je suis allé sur tout ce qui était complet, du son d'avoine, des choses comme ça et j'ai commencé à découvrir les purées d'oléagineux, j'ai commencé à manger plus de légumes et plus de fruits, chose que je ne faisais pas du tout, auparavant. Donc ça restait quand même peu protéiné, ou en tout cas, essentiellement des protéines végétales. Et je me suis mis à courir, à faire du sport de plus en plus, à courir de plus en plus et du coup, j'ai perdu, du poids, de manière assez linéaire, je pense assez propre. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai dû perdre, entre 15 et 20 kilogrammes. C'est dommage qu'à l'époque, j'ai pas tout noté précisément et disons qu'en 2 ans, j'avais perdu, j'étais à un poids autour de 75 kilogrammes, tu vois? J'étais revenu à un poids santé, D'accord. j'étais encore gras mais voilà, ça et il y a beaucoup de problèmes qui ont disparu évidemment. En plus, le fait de faire de l'endurance, je pense qu'au niveau de mon muscle cardiaque, des poumons, enfin, ça améliore, c'est et du coup, palpitations, plus de douleur à la poitrine, heu, problèmes de peau qui se sont améliorés, mais j'ai eu des l il y a eu un problème en particulier qui était, en plus un pas très bien situé, plutôt dans l'entrejambe, qui a duré très longtemps et après du coup en 2015, je fais un BPJEPS, d'éducateur sportif. Ah OK. Hem, Juste pour clarifier, donc là, à ce moment-là, entre 2013 et 2015, tu fais, de l'hypocalorique classique, sans, et juste en courant et tu as pas fait de rebond adipeux ni rien, en fait? non, j'ai perdu de manière, linéaire. Alors après, il y a peut-être eu des rebonds un petit peu, comme tu dis, lors des fêtes, des choses comme ça, tu vois? Il y avait, la période de Noël, bon, bah, je me lâchais, je mangeais plein de je revenais sur, des bah, pas des addictions, mais sur des choses je faisais comme tout le monde, au fait, au final. Oui, Je rebuvais un peu d'alcool, voilà et donc du coup, il y avait peut-être une fluctuation. Mais le truc, c'est que, la course à pied était vraiment devenue ma passion. Donc je continuais quand même à aller courir, je m'entretenais, donc même si je reprenais un petit peu, il y avait, une composition corporelle qui est quand même qui de coureur, tu vois? J'étais quand même, parce que très rapidement, je me suis mis à courir 3 ou 4 fois la semaine, donc combien de temps? ce qui est pas énorme, mais pour un amateur, ça devient déjà un bon, heu, un bon rythme d'entraînement semaine, donc Et voilà. ça faisait combien d'heures par semaine à peu près? Là, ça tournait entre 3 et 4 heures. 3 et 4 D'accord, donc heures, tu parce faisais que 1 heure à chaque j'ai fois? ouais, enfin, des fois, c'était un peu moins et donc des fois un peu plus et c'est vrai que c'est vers, 2014-2015. Au début, c'était ça et après j'ai commencé à mettre des sorties longues parce que je me suis rapidement, spécialisé sur le marathon. Ça a été rapidement la Mmh. distance, qui m'a attiré et j'ai fait mon premier marathon en avril 2014, un peu plus d'un an après avoir vraiment commencé la course à pied. De mémoire, mon deuxième marathon en octobre 2014, j'étais passé à 4 séances et au fait, progressivement, chaque année, je rajoutais une sortie hebdomadaire, Ah oui. et pour atteindre un pic en 2016-2017, j'étais à 7 à 8 séances semaine. C'est-à-dire que je faisais du bi-quotidien. J'avais un jour de repos, mais du coup, il y avait un jour ou 2 dans la semaine où je faisais 2 entraînements. Donc c'était Waouh! souvent une grosse sortie le matin et un footing cool, très court et cool le soir, de récup au final. Au final, tu es en meilleure forme quand tu rentres que quand tu es parti parce que ça fait tourner les jambes, tu te régé en fait, c'est une forme de régénération, on va dire, accélérée, quoi. Et à ce moment-là, pas d'entraînement à la résistance et pas de poids de corps et pas d'haltères? Juste la Si course? par contre, Si aussi? si, ouais, pardon, j'ai pas précisé, mais j'ai vite intégré de la PPG, ce qu'on appelle de la préparation physique générale, donc c'était du gainage, quelques pompes, mais bon, c'était, oui, c'était un peu de résistance, c'était pas j'allais pas à l'échec. J'allais pas à l'échec donc il y avait rien ne me permettait de prendre de la masse, quoi. L'idée, c'était d'être plus fort musculairement, plus gainé
pour, limiter la blessure et aussi, avoir une, foulée, une économie de course. Voilà, c'est j'ai plus j'ai perdu les termes, mais avoir une économie de course que l'idée quand tu fais de la longue distance, c'est que, ta foulée ait le moins d'impact sur ton physique. Il faut être économique pour pas, pour limiter les courbatures, limiter les douleurs musculaires parce que, bah, malheureusement avec la fatigue de la course, tu as tendance à avoir une foulée, une manière de courir qui est moins économique et qui du coup est dégradée et qui est très énergivore au final. Tu perds beaucoup d'énergie et c'est là que tu commences à avoir des contractures et même potentiellement à te blesser parce que tu as une course qui n'est plus naturelle, en fait. Donc si je faisais quand même pas mal de gainage, pour cet aspect-là, mais voilà quoi, j'ai jamais bah, de toute façon je courais tellement, hein, je suis arrivé à un pic où je faisais entre 110 et 140 kilomètres semaine. Waouh. Tu peux pas prendre de muscle quoi, tu sèches quoi, mais tu gardes du gras quand même. J'ai toujours eu un peu de gras, au niveau de la ceinture abdominale. Voilà. OK. Alors vas-y, en 2015 du coup, on en était? Bah, du coup 2000 ouais, donc du coup 2015, donc avant ça, j'étais dans le bâtiment, enfin j'ai fait pas mal de choses et 2015, je me dis: «Je veux vraiment», donc j'évolue aussi, dans ma façon de voir les choses, de voir le monde du travail, tout ça et donc du coup, je me décide de faire un BPGEPS, donc l'intitulé exact, c'était BPGEPS, activité physique pour tous, mais au fait, c'est un brevet d'état, d'éducateur sportif. Après, OK. ils ont réformé, ils ont fait plein de branches différentes. Donc vraiment pour être dans le sport santé, surtout le sport santé et pour aider les gens, pour que dans l'idée d'aider les gens à travers le sport. J'étais encore à cette époque-là, j'étais plus sur aider les gens à travers le sport que la nutrition. J'avais pas encore compris que l'alimentation, c'était un levier extrêmement puissant pour être en forme physique et être en santé. Et du coup, je découvre quand même alors la formation clairement, comme beaucoup de formations, c'est bateau, j'apprends pas vraiment grand-chose au final, enfin sur l'aspect, nutrition Oui. et je commence à découvrir, l'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalé, OK. voilà. Donc là, je commence à virer le pain intégral, enfin je vire tout ce qui est du gluten. Je vire aussi tout ce qui est produits laitiers parce que au fait, pour la petite histoire, je m'étais mis à consommer beaucoup de fromage blanc 0 Ah! et ouais, bah, oui, la marque Câlin, L'erreur je sais pas si fatale. tu ouais, l'erreur fatale et j'en consommais, Ouais, vu que j'ai un bon coup de fourchette ou de bien. cuillère pour en l'occurrence, je crois que c'était des contenants de 700-800 grammes. J'étais capable de te manger ça, d'une traite et Waouh! ouais et puis j'avais tendance aussi à boire, régulièrement du lait. Moi, j'ai été élevé au lait, au chocolat chaud, tu vois? Donc pareil, un bol de lait et dans ma pratique de la course à pied, j'avais beaucoup de tendinite d'Achille, heu, en 2015, j'étais pas encore arrivé à mon pic de kilométrage, d'entraînement en course à pied donc voilà, je me blessais assez facilement, sans faire, non plus un entraînement, je trouvais exceptionnel. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert plus tard, parce qu'en m'entraînant plus tard, je me blessais plus et j'ai eu un kiné à cette époque-là qui m'a dit: «Bah, essaye d'arrêter le lait, c'est inflammatoire, c'est ça qui génère des tendinites» et donc du coup, j'ai arrêté, totalement les produits laitiers et effectivement, ma tendinite dont j'arrivais pas à me débarrasser, en 2-3 semaines, elle a disparu. Donc le lait est devenu mon ennemi pendant un certain temps et puis, du coup, donc je l'enseigne à lait et j'ai continué à dans le monde de la course à pied, pareil, les produits laitiers, c'est l'ennemi parce que, bah, tous les coureurs ont les mêmes problèmes donc du coup, on a tous le même ennemi. On a tous enfin, en tout cas, le responsable et tout le monde pointe le même responsable globalement. Et là, je commence à découvrir, donc c'est courant 2016, hein, sur des forums de course à pied, je commence à découvrir l'alimentation low carb. Je commence à lire, low carb, high fat et que ça a un intérêt en course à pied parce que l'idée, surtout quand tu fais du marathon, c'est,
de savoir utiliser tes lipides, tes graisses, que ton corps, en fait, sache switcher facilement du glycogène quand il est épuisé, passer sur les lipides, le tissu adipeux. Et donc du coup, pendant l'entraînement, tu t'entraînes beaucoup à jeun. Tu fais des sorties longues, par exemple, de 2 heures, 2 heures et demie, en étant à jeun de la veille. Et donc ça t'entraîne a priori, ça entraîne le corps à utiliser, ses réserves, graisseuses. Et du coup, il y avait un intérêt aussi pour l'alimentation en disant, voilà, en n'ayant pas une grosse recharge en glucides, heu, on incite l'organisme à, quotidiennement, taper rapidement dans les lipides. Bien Donc il y a pas sûr. encore le mot cétogène, mais il y a une tendance, vers ça. Donc je commence à m'y intéresser beaucoup et là je consomme de moins en moins de céréales, je consomme plus de pâtes du tout, plus de riz, je suis à fond sur les légumes, les fruits, beaucoup de fruits, des oléagineux, beaucoup d'oléagineux. Et c'est là-dessus où j'avais pas encore bien compris, c'est-à-dire que j'étais quand même sur du sarrasin, tu vois? Des farines de lentilles, des farines de quinoa, qui j'ai même fait des conneries en broyant des haricots rouges et en consommant ça en Ouf! farine, tu vois? Donc ouais. Ah! Alors ça va qu'il y avait une cuisson, mais quand après j'ai découvert que Ouais. les haricots rouges étaient toxiques, crus, et j'ai joué un peu avec le feu, mais du coup j'avais quand même une alimentation qui était très glucidique, mais que je pense plutôt hypocalorique par rapport Pour des gens. à l'énergie que je dépensais. À l'énergie que je dépensais, très peu de protéines. C'est-à-dire qu'en 2015-2016, j'ai commencé à comprendre, du coup, que les œufs n'étaient pas, dangereux, que le Ouais, cholestérol ça n'était pas vraiment un problème. Et vu que c'est super économique, et bah, du coup, je me suis mis à consommer 8 à 10 œufs, 8 à 10 œufs par jour. Voilà. par Tous jour. les jours, 8 à 10 œufs, le jaune cru quasiment, enfin quasiment, et le blanc bien cuit. Mais bon, clairement, en fait, je calculais pas les protéines à cette époque-là, mais maintenant avec le recul, j'étais carencé en protéines. Je veux dire, vu l'entraînement que j'avais, si j'étais à 70 grammes de protéines par jour en, protéines animales, c'était déjà pas mal. Je mangeais très peu de produits animaux, autres, c'est-à-dire que peut-être de temps en temps un peu de hareng, de temps en temps un peu de boudin noir, mais bon, j'étais un peu dans l'idée que, on n'avait pas besoin de manger des produits animaux et que c'était inflammatoire, hein, c'était Ah oui, c'est vrai. inflammatoire, voilà, tu vois? Ouais, tu Même pas de poulet? non, non, parce que le poulet, c'était OK. cher, c'est relativement cher, et à cette époque-là, j'étais du coup en formation et j'avais pas des revenus, qui me permettaient, heu qui me permettait de puis après tout ce qui est purée d'oléagineux, c'est assez onéreux. Quand tu achètes de la purée d'amandes, c'était d'ailleurs j'avais tendance du coup à beaucoup m'appuyer sur la purée de cacahuètes, à manger, beaucoup de purée de cacahuètes. Donc du coup voilà, mais je comprends, voilà, je commence à comprendre que les glucides, c'est un problème, en tout cas pour le poids, et du coup, je commence à tester des pains cétogènes, tu vois? À base de poudre d'amande, à base d'huile d'olive et de farine de lin. Alors pareil, j'ai dû en bouffer de la farine de lin, oxydée, parce que du coup, j'avais mes graines, je les moulais avec un moulin Ouais, un petit moulin à café j'ai électrique. ouais, j'ai broyé Tu as des fait? graines de lin aussi moi. Ouais, ça aussi, ouais, je l'ai fait. Et donc du coup, donc voilà, donc je il y a une évolution. Clairement, moi, au niveau de la performance sportive, en course à pied, c'est un tout. On dit souvent que c'est un tiers d'entraînement, un tiers d'alimentation et un tiers de mental. Et clairement, il y avait, voilà, j'en suis arrivé à un point où en 2017, je démarrais mes marathons à jeun. C'est-à-dire que je partais à jeun, je me ravitaillais avec du sucre pendant la course, des carrés de sucre, mais j'étais pas obligé de faire des pasta parties, le samedi, la veille. Et le matin, j'étais pas obligé d'avoir un gâteau sport ou de manger des choses, tu vois? Donc ça, c'était génial, je pouvais dormir plus longtemps, je partais sur la ligne de départ, j'étais léger, j'étais plein d'énergie. Donc voilà, j'ai une tendance à aller quand même vers cette, vision que, les glucides, c'est pas spécialement indispensable, enfin pas massivement, et que le jeûne, c'est bien aussi, on n'est pas obligé de manger, énormément de fois Jour dans une après jour. journée pour être en forme, pour être dans la performance sportive. Donc à partir de 2017, j'entre chez Biocop et là, c'est une année, je rencontre beaucoup de gens très intéressants,
déjà un environnement différent et où je rencontre des collègues ou bien des clients qui ont une vision du monde, une vision de l'alimentation, une vision de ce que c'est la santé, de ce que c'est la maladie, complètement différente de ce que je connaissais jusque-là. Et donc toutes les rencontres sont hyper intéressantes, que ça soit les végétariens, les véganes, et j'ai la chance aussi de rencontrer, des gens qui vont me faire découvrir le jeûne. Parce que jusque-là, j'étais passé à 2 repas par jour parce que j'avais compris que ça ne servait à rien de manger 3 fois par jour et que c'était intéressant d'avoir des plages de jeûne, mais toujours dans l'idée de perdre du poids. Il y avait pas vraiment, j'avais pas de notion d'autophagie, de tout ça, mais c'était vraiment l'idée que, bah, tu déstockes quand tu digères plus, quoi, et du coup, là, je découvre, à l'époque, grâce à mon directeur de magasin, le jeûne et je découvre Thierry Casasnovas. Oui, Donc j'ai beaucoup le appris à fameux. travers lui. Il y a des ch il est beaucoup critiqué, mais mine de rien, moi, je lui dois beaucoup, sur beaucoup de notions, sur le jeûne, sur l'anatomie et la physiologie humaine de qu'est-ce que la maladie, sa vision du corps intelligent et du corps con, qu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui dans notre société, le corps est con, il dysfonctionne et donc du coup, heureusement qu'on a plein de médicaments pour le remettre dans le droit chemin et la vision du corps intelligent où le vivant est parfait. Le vivant est très bien fait et le vivant fait tout ce qu'il faut, jusqu'au bout pour entretenir la vie et qu'au fait, les maladies ce qu'on appelle des maladies, les maladies sont pas, en soi le corps qui déraille ou une attaque exogène volontaire, mais plutôt, un processus de guérison, en fait. La maladie, c'est déjà un processus de guérison où le corps essaye de survivre. Du coup, je reviens, donc je découvre, Thierry Casanova, je découvre le jeûne et là, je passe rapidement en OMAD. C'est-à-dire, fin 2017, début 2018, je passe en OMAD. Ouais, fin Un repas 2017. par jour pour ceux qui connaissent pas l'acronyme. Ouais, pardon, ouais, un repas par jour. Hem Donc on a toujours une alimentation glucidique, végétarienne, re très végétarienne et là d'ailleurs dans cette année-là 2010 début enfin du coup, fin 2000 en fait j'ai été dans cette Biocoop-là de septembre 2017 à août 2018. Donc sur toute cette période-là, j'ai été quasiment que végétarien et j'ai même eu des phases, des semaines de véganisme. Enfin plus aucun produit animaux, mais c'était pas simple. C'était pas simple, ça c'est j'ai pas réussi, à rester dedans vraiment. Et j'ai jeûné. J'ai découvert le jeûne, donc 48 heures, 20 enfin au début à OMAD et puis après commencer à faire, 48 heures, donc c'était compliqué et puis vu que j'étais très très dans les glucides, je me rappelle des fois où j'en pouvais plus et en pause dans la réserve, paf, me manger une banane. Donc super réalimentation pour casser le jeûne, c'est parfait. Ouais, Et hem et et au f tout pourtant étant dans une atmosphère très très végétarienne. Je commence à m'intéresser beaucoup à l'alimentation cétogène. Je lis le parce qu'au fait, la cétose du jeûne, que génère le jeûne, c'est très proche de la cétose, nutritionnelle que génère l'alimentation cétogène et là, voilà et là, je commence à lire des livres, donc Jason Fung, oui, donc il a un livre sur le jeûne, je me souviens plus le nom et il y avait également, Code obésité. Je lis, le livre du docteur, Newport, qui a mis en place, une alimentation cétogène pour, la maladie d'Alzheimer de son mari, je crois. Donc c'était très intéressant, bon, il faudrait que je le relise parce que ça fait longtemps, mais bon, c'était un cétogène omnivore, mais, en s'appuyant beaucoup sur l'huile de coco. Les bienfaits oui. des triglycérides à chaîne moyenne sur le cerveau et pourquoi je m'intéresse à tout ça de plus en plus? Parce que j'ai mon oncle, donc le frère de ma mère qui, depuis maintenant une dizaine d'années, a la maladie de Parkinson et est très jeune, hein, parce qu'il est diagnostiqué à 55 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà et donc du coup, j'en découvre beaucoup sur l'alimentation cétogène. Je lis aussi, le docteur, David Perlmutter, je crois, si je dis pas de bêtises, ou qui un livre sur les glucides, les dommages provoqués par les glucides sur le cerveau.
Et du coup, j'essaye de mettre en place, une alimentation cétogène pour mon oncle, en étant, tous ensemble avec la famille pour, voilà, que ça se mette bien en place. Il la tient 3 mois. Il l'a fait 3 mois. Moi, l'idée, c'est derrière qu'il y ait un cheminement, qu'au début, c'était une alimentation cétogène, mais avec 3 repas par jour. Et l'idée après, c'était d'inclure du jeûne. Et malheureusement, il a lâché au bout de 3 mois, à cause de la pression sociale, à cause de voilà, mentalement, en fait, il était pas extrêmement convaincu, il était très, il suivait, enfin, malheureusement, les gens ont du mal à se convaincre et malgré tout, il a eu énormément de bienfaits. Un des symptômes très embêtants de la maladie de Parkinson, enfin, c'est dû aussi beaucoup aux médicaments au final, c'est une forte constipation, évidemment une raideur, musculaire, articulaire, des tremblements, Hem, une sorte de dépression chronique. Il broyait beaucoup de noir, une Mmh. démarche qui est complètement, on dirait un vieillard et tous ces Mmh. marqueurs-là se sont améliorés. Juste en faisant un cétogène omnivore, un Moi, cétogène qui aujourd'hui, j'appellerais un cétogène mal formulé au final. Beaucoup d'oléagineux, il prenait pas l'huile de coco parce qu'il n'aimait pas le goût et vu qu'il était pas dans l'idée ça a pas de de goût l'huile faire de des coco. efforts importants. Ouais, l'huile de coco avait un goût particulier et du coup, il l'appréciait pas. Donc tu vois, OK. juste en réduisant, enfin, en enlevant énormément de glucides, en retirant le pain, en retirant l'alcool, parce qu'il c'était quelqu'un qui aimait bien boire de l'alcool, il a des améliorations, je suis même pas sûr qu'il était vraiment en cétose, enfin, je sais pas, en fait, on n'a jamais mesuré, mais Non. voilà. Mais cette année-là, je découvre la puissance du cétogène et en juin 2018, je fais un jeûne hydrique de 7 jours. Un jeûne à l'eau alors j'avais découvert le jeûne sec par Thierry Casasnovas et aussi par mon directeur de magasin à l'époque qui lui déjà faisait des jeûnes secs de 4 ou 5 jours. Waouh! Donc j'ai ouais, ouais, moi je trouvais ça, je dis: «Non c'est bon, j'ai pas envie de mourir non plus donc on va rester sur un jeûne, à l'eau, hydrique» et donc là ce jeûne-là, donc toujours, dans une alimentation très végétale, les 48-72 heures, premières, 72 heures, c'est pas simple. Vraiment pas simple, le switch se fait pas bien, mais bon, maintenant je comprends parce qu'avec une alimentation très glucovore, je pense que mon organisme était dans le mal et en plus, bah, je travaillais, j'avais pas de vacances, c'était un moment où je travaillais, toujours et je courais tous les jours. J'étais dans ma période où je courais beaucoup et j'allais courir tous les matins. Je me rappelle, j'allais courir, à 5 heures du mat avant d'embaucher. Au mois de juin, il faisait déjà jour et c'était le moment de la journée où j'avais le plus d'énergie parce qu'après plus ça allait, plus c'était, j'avais des coups de mou, tout ça. Et cette semaine-là, je dois perdre, 1 kilogramme par jour. Je dois perdre environ 7 kilogrammes et surtout Waouh! plus ça allait, mieux ouais, 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 je perdais pas mal. Bah, j'ai dû perdre beaucoup d'eau au début, puis après, mon activité physique, combinée au jeûne, ça devait bien taper dans les réserves. Mais bon, je devais manger du muscle, certainement. Mais voilà, j'avais gardé une activité physique importante et au fait, plus ça allait dans le jeûne, plus je me sentais bien et je me rappelle, j'ai fait ça d'un samedi à un samedi. Et quand j'ai coupé mon jeûne, c'est juste parce que j'avais, décidé que ça serait 7 jours et que je ferais pas plus. Mais au fait, j'étais bien, j'aurais pu donc là, j'ai j'ai vraiment défoncé des barrières. Je me suis dit: «Au fait, on peut vivre normalement, heu, en ne mangeant pas pendant plusieurs jours, sans problème et même faire du sport, même courir, tout ça». Donc je me rappelle que j'ai rompu mon jeûne avec, une sorte de soupe, je sais plus une soupe de quoi, avec du lait de coco. Et de l'avocat donc super végétal et tout, voilà. Au moins, c'était des lipides. Voilà, il y avait des lipides, c'est ça, ouais. Et donc voilà, enfin bon, du coup là, ça y est, j'ai compris que l'alimentation et le jeûne, c'est extrêmement puissant et que des états de santé dégradés, dites incurables, où on ne pouvait rien faire, sauf prendre à la limite des médicaments pour retarder, l'inéluctable. Bah, finalement non, c'est faux. En fait, avec l'alimentation et le combiné au jeûne, heu, tout est possible. Et donc là, je découvre cette année-là en 2018, donc pareil dans les mêmes périodes, je découvre du coup Jordan se transforme et du coup, il fait une alimentation sur le carnivore et là, voilà, ça ouvre la boîte de Pandore et je commence à m'intéresser
à cette alimentation-là et à l'expérimenter, donc à manger, un repas, avec, 10-12 œufs et un camembert entier, tu vois? Donc c'était et j'en ressens vraiment les bienfaits et je vois bien qu'il y a pas de problème de constipation, de problèmes d'assimilation et au fait, le carnivore pendant 3-4 ans, le cétogène carnivore pendant 3-4 ans, je connaissais ses bienfaits, mais par la pression sociale et puis au fait ma vie qui était pas toujours, idéale, en fait, avec beaucoup de stress et tout, je me réfugiais comme beaucoup de gens dans la bouffe, dans les gros repas, dans les soirées et du coup, voilà, je me disais toujours: «Je connais ces leviers, si un jour j'ai un souci, je sais que j'ai ces armes extrêmement puissantes pour me guérir sans être obligé, de tomber dans la spirale des médicaments». Mais clairement, c'était pas devenu un mode de vie. Mais voilà, je continuais à me documenter, je commençais à ouvrir les yeux sur notre monde, petit à petit, que le végétarisme, c'est pas ce qu'on nous dit, que le véganisme, c'est encore pire. Enfin, tu vois? Voilà. Il y a un cheminement et au fait, le, mmh, la bascule, la grosse bascule, ça va être, la période covid, où là, je me rends compte qu'on vit dans un monde complètement inversé et qu'au fait, quasiment tout est mensonge, enfin beaucoup de choses sont mensonges. Ah, moi aussi, ça De a été plus mon en grand plus, réveil. ça a été ton grand réveil, ouais, voilà, bah, moi c'est pareil Ouais. et du coup là, de plus en plus, j'essaie de faire attention à mon mode de vie, à ce que je mange, à la qualité de ce que je mange, hem, à essayer d'encourager l'économie circulaire. C'est-à-dire que, je comprends que ça a pas de sens de vouloir manger bio et d'acheter des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, heu, donc voilà, donc j'essaye de plus en plus d'être cohérent dans ma façon de vivre. Et donc j'ai un cheminement, j'ai la Biocoop, je travaillais sur Paris. Après je suis parti, j'ai vécu 3 ans en Normandie, à Caen et là en septembre 2022, août 2022, septembre 2022, je reviens, au Mans, où j'ai une bonne partie de ma famille et là, j'ai un nouveau collègue dans la Biocoop où je rentre au Mans, qui est complètement frugivore et crudivore et il est, squelettique, quoi. Il est squelettique, il a plein de problèmes, des douleurs, il m'expliquait qu'il avait tellement mangé de fruits qu'il avait des problèmes de dents, ses dents Ouais, qui bah, oui. commençaient à mais quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit et d'ailleurs c'est marrant pour l'anecdote, son surnom c'était Bouddha. Ouais, c'est le mec hyper posé, bah, c'est au fait le mec hyper posé, Oui, hyper d'accord. zen, et Bah, très ouvert les d'esprit. Bouddhas, ils sont bien en chair. Ouais, bah, pour le coup oui, mais lui c'était plus pour l'état d'esprit. Au fait, jamais dans Mmh. le jugement, toujours à l'écoute et tout. Mmh. Et donc grosse ouverture d'esprit et là je commence à lui parler, de l'alimentation carnivore que moi-même je ne faisais pas, quotidiennement au final. Je lui parlais d'un truc que moi-même je ne m'appliquais pas et je lui parle de ça et il se renseigne et il dit: Je vais me renseigner, je vais regarder, j'entends et tout» C'est et il se intéressant. renseigne pas Mmh. mal, ouais, ouais. Il se renseigne, sur Jean-Christophe Ordonneau en partie, il regarde beaucoup, Jean-Christophe Ordonneau et genre au bout d'une semaine, il me dit: «OK, c'est bon, j'ai assez d'infos, je me lance». Et là, du jour au lendemain, ouais, du jour au lendemain, donc c'est fin Trop bien. septembre, début octobre ouais, il se lance, mais radical. C'est-à-dire que de la viande crue, Du jour au lendemain. pas de beurre, Ah, pas ouais, viande c'est au fait, crue en c'est plus. ah oui, Waouh! lion diet et puis des fois, il la déshydrate. Il faisait de la viande, déshydratée, mais par contre, mode lion diet, quoi. Pas de beurre, pas de Waouh! voilà, donc viande crue et un peu d'abats. Je crois que les abats, il les déshydratait parce que manger cru, c'était compliqué. Et du coup, moi, je me dis: «Bah, OK, je me lance avec toi». Je lui vante un truc et moi-même je le fais pas, j'ai l'air un peu con et ouais et du coup, je me lance avec lui et donc moi, par contre, un carnivore plus diversifié, c'est-à-dire qu'au début, c'est principalement du steak haché, très maigre, donc évidemment, je prends tout à Biocoop, hein, j'essaie de chercher de la qualité. Du beurre cru, de la crème fraîche. Au début, je mangeais, un pot de crème fraîche crue, de 20 centilitres et du fromage. Donc tu vois et beaucoup d'œufs. Les œufs, ça a toujours été, ma base, donc j'avais une dizaine d'œufs. Donc du coup, pas super bien formulé, mais voilà, je me suis lancé dans le carnivore et donc aujourd'hui, lui, il est toujours, en carnivore, toujours un peu sur le même fonctionnement que moi,
Mais par contre, on s'est orienté l'un comme l'autre sur des morceaux plus gras. Donc au bout de, on va dire vers novembre, décembre 2022, je bascule sur du plat de côte. À cette époque-là, au Mans, en fait, il y a 6 magasins Biocoop et on avait 2 magasins avec une boucherie. Il y avait une boucherie dans 2 magasins et du coup, j'avais un collègue, boucher qui nous faisait du plat de côte haché. Donc c'était génial, sous vide et Mmh. tout, donc après tu pouvais le conserver au frigo une dizaine de jours sans problème. Et donc là, je bascule, voilà, sur pour le coup, un cétogène mieux formulé où je mange une viande très grasse. Je commence à mettre des abats, régulièrement. Je commence à moins manger de crème fraîche, à moins manger de fromage. Ma grosse base, c'est le plat de côte, les œufs, un peu le beurre et après autour de ça, je rajoute de temps en temps des sardines, du foie de morue, voilà. Donc ça, c'est pas mal. J'avais testé au début de manger un peu cru, comme lui, le plat de côte. Parce que la viande hachée, je la mangeais crue, mais le plat de côte, j'ai essayé et ça passait pas, ça le faisait pas, gustativement, c'était pas top et malheureusement, au bout d'1 an, on va dire, les boucheries sont fermées parce que la viande, Ah, c'est pas l'avenir. Ouais, la viande, c'est pas ouais, l'avenir, donc ouais. le directoire, enfin On le va faire, on va faire en sorte que ce soit l'avenir, la viande. ouais, complètement, oui, 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 il faut. Bah, c'est l'avenir, de toute façon, c'est l'avenir, c'est obligé. Oui, Et évidemment. du coup, en fin d'année dernière, fin 2023, les 2 boucheries sont fermées. Les 2 boucheries sont fermées, une décision, économique. Voilà et donc du coup, là, il faut que je trouve une alternative, un endroit pour me fournir et du coup, via un autre pote qui s'appelle Stéphane et qui est aussi dans le carnivore, peut-être qu'un jour tu pourras interroger, il faudrait que je le motive, il vit au Mans Oui, pas de souci, et il avec commence à plaisir. avoir il a un gros passif sur le carnivore aussi, hein, autant que moi, voire peut-être même un peu plus, avec des grosses améliorations et donc du coup, il me parle d'une ferme qui a, à 11-12 kilomètres du Mans et qui est en agriculture biologique, label Bleu Blanc Cœur, nourrie quasiment intégralement à l'herbe. Alors elles sont pas, finies à l'herbe, mais parce qu'avec le cahier des charges Bleu Blanc Cœur, ils sont obligés de te donner des rations, d'un mélange de graines avec des graines de lin, tout ça. Mais voilà, ça reste quand même pas mal et c'est de la race Aubrac, donc des races anciennes et gustativement, très, très bonnes et donc super là, la ferme, on découvre un super concept, où, pareil, ils peuvent nous hacher le plat de côte, mais en plus ils font de la surgélation. Donc au fait, du coup, ils nous Ça demandent, va bien. voilà, ils font des ventes tous les trimestres de colis frais et ils nous disent: «Voilà, pour tenir tout un trimestre, vous avez besoin de quelle quantité de viande?» Donc je leur dis par exemple 100 kilogrammes. Et ils vont 100 kilogrammes, je leur demande le conditionnement, dans des conditionnements de 600 grammes par exemple et bim, après ça ils te surgélation et après je vais à la ferme, enfin pendant longtemps j'avais pas de congélateur, donc j'avais pas la possibilité de stocker beaucoup. Donc j'y allais toutes les semaines et au fait j'avais mon stock chez eux, ma bannette à moi où il y a Waouh! toute ma viande. Ouais, c'est génial. C'est Ah, c'est génial génial, ouais. et super concept et puis, pareil des abats, du cœur, du foie, ça il les donne, il nous les donnait parce qu'en fait, vu que c'est des morceaux qui ne sont plus, appréciés, bah, il préfère les donner que les perdre et puis c'est commerçant quoi, c'est un geste Oui. commercial. Donc super, on arrive à rebondir, à trouver une alternative qui finalement est meilleure parce que plus qualitatif, on voit les bêtes, elles sont vraiment nourries à l'herbe alors que la viande que je prenais à Biocoop, il y avait beaucoup de céréales, puis c'était de la blonde d'Aquitaine ou de la Limousine, donc beaucoup moins intéressante. Mmh. Donc voilà et là du coup mon carnivorisme, tranquillement, s'améliore. Je suis de plus en plus sur des viandes, des grasses, à mettre, donc des abats, du cœur ou du foie toutes les semaines, toujours des œufs, et là maintenant, là depuis le printemps, j'ai rajouté des huîtres toutes les semaines, donc en moyenne entre 20 et en fait en gros je prends une bourriche de 2 ou 3 kilogrammes d'huîtres. Donc j'ai la chance d'avoir le magasin où je travaille, il y a une poissonnerie. Donc j'ai des huîtres quand je veux et à des tarifs, très intéressants. Donc voilà, donc là mon carnivorisme, évolue, de cette façon-là où j'essaie en gros, je vais sur des aliments de plus en plus bruts,
consomme quasiment plus de sardines en boîte, quasiment plus de foie de morue en boîte, quasiment plus de porc. Par exemple, les fameuses rillettes du Mans que je consommais plutôt pas mal au début, j'en consomme quasiment plus, ça devient un aliment plaisir et heu et donc voilà, donc ça évolue vraiment dans le bon sens. Je m'oriente de plus en plus vers le cru. C'est-à-dire qu'au début, je teste le de consommer le jaune cru, de séparer le blanc et le jaune et de vraiment être sur du jaune cru, alors qu'à la base, j'étais plutôt sur des œufs mollets et là, tout récemment, je me suis mis au j'ai testé le plat de côte cru. J'ai retesté au fait, j'ai retesté 2 ans plus tard à peu près et là, c'est passé super. C'est passé super et là, ça fait un bon mois que je consomme, mon plat de côte complètement cru, donc du coup, j'ai supprimé le beurre. Waouh! Donc mine de rien, voilà, c'est pas mal parce que je suis vraiment sur, il y a plus d'apport de matières grasses, «transformées» entre guillemets, enfin, où il y a eu une légère transformation Mmh. et là, tout récemment, comme je disais à Loïse, là, j'arrive à manger du foie cru maintenant, depuis, Oui, elle m'a dit heu, aussi. depuis s depuis samedi. Donc voilà, donc il y a une évolution, une progression et c'est marrant parce qu'au fait, les bienfaits sont venus en même temps. En fait, j'ai l'impression que plus j'optimise mon céto carnivore, bah, plus ça règle de problèmes. Alors après, c'est vraiment un mode de vie, donc je règle, je travaille d'autres aspects comme la lumière bleue où depuis, quelque temps je mets enfin depuis le mois de avril-mai, j'utilise des lumières, anti-lumière bleue, enfin surtout le soir, donc des rouges complètement, qui bloquent complètement Mmh. la lumière bleue et la lumière verte, je crois, ou violette, je sais plus voilà, il y a plein d'aspects, la première année de carnivore, je mangeais le soir et en écoutant Ulrich Génisson, j'ai testé, de basculer ça sur le matin. Donc et clairement, il y a eu un avant et un après sur le sommeil, sur la digestion aussi du coup et hem et sur l'énergie globale. Donc tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de leviers qui ont été, utilisés, mais clairement, voilà, plus ça va, plus je vois qu'il y a un travail de fond qui se fait et que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, surtout en off, je crois, que, qu'il faut être persévérant, et patient en fait, hein. Oui. C'est sur des années, voire peut-être des décennies, je pense que la progression va être, en continu, quoi. Donc voilà et donc là, depuis, début octobre, j'expérimente une Lion Diet. Donc chose que mon pote, a fait dès le départ, bah, je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis que sur du plat de côte et des abats crus. Est-ce que tu peux me parler de toutes les améliorations que tu as eues, grâce au carnivore? Oui, alors, clairement, le mental, psychologique, la clarté mentale, un bien-être mental, être apaisé, voilà, un apaisement global, un stress qui a énormément diminué. Autre amélioration sur, tout ce qui est, les douleurs, ce qu'on pourrait appeler des inflammations. J'ai plus de douleurs, je suis très dur à l'effort, je peux ne pas courir pendant plusieurs semaines et me remettre à courir tous les jours, c'est ce que j'ai fait, au Waouh! mois de septembre. Pas de courbatures, rien du tout, alors que normalement, le corps est déshabitué et il devrait y avoir des petits rappels. Oui. La peau, clairement, quasiment plus d'éruptions cutanées, même on en parlait hier avec Loïse, un des petits points qui m'ennuyait depuis que j'étais en carnivore, c'est que j'avais, tendance à avoir les pommettes un peu rouges et la tempe et au fait, ça a tendance à, disparaître de plus en plus, à quasiment plus se voir donc voilà. Quel autre point? Donc une énergie constante, pas de coups de mou, voilà, pas de coups de mou, l'humeur nickel, l'humeur franchement, après, c'est Stable. il faudrait demander à mon entourage, mais globalement, je suis toujours de bonne humeur, c'est voilà, pas lunatique, pas la pousse des cheveux. A priori, mes cheveux poussent beaucoup plus vite qu'avant. Puis après, bah, c'est un sentiment, ça c'est peut-être parce que j'adhère pleinement à ce que je fais et que j'y crois énormément. C'est un sentiment de me sentir fort, de me sentir fort, de me sentir, en santé, de me sentir en santé et d'ailleurs, je ne tombe plus malade.
c'est ça, c'est important, ouais, j'ai oublié de le dire hier, chez Loïse, mais je n'ai pas été malade depuis, mais malade, je te parle de rhume, je te parle d'avoir de la fièvre, enfin, tu vois, le Mmh. truc un peu banal, on va dire, depuis janvier 2022, donc ça va faire bientôt 3 ans. Waouh! Je peux embrasser, serrer la main à quelqu'un qui a la gastro, la grippe, ce que tu veux. D'ailleurs, quand quelqu'un me le dit qu'elle a ça et elle me dit: Attention, là, j'ai un état grippal ou j'ai ça», bah, je dis: «Bah, vas-y, viens, on va faire un câlin» et donc voilà, Je le fais aussi. franchement, C'est rigolo ouais, ça. bah, c'est trop marrant, ouais, c'est sympa Ah, et c'est j'adore faire ça. J'adore que les gens me disent: «Ah non, non, je suis malade» et je leur dis: «J'en ai rien à ouais, faire. Viens». c'est ça, exactement. Non, mais exactement et ouais, non, non, franchement, c'est trop bien, quoi. C'est un tu un état que peu de gens doivent connaître. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens Oui, ça serait intéressant de faire une enquête, là-dessus, mais des gens qui vivent sans symptômes, sans douleur, sans, douleur physique ou psychologique, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on est quand même des exceptions et oui, c'est trop bien, en fait, quand tu as connu des périodes où tu avais mal tout le temps, tu avais tout le enfin, chaque jour, c'était, une sorte de souffrance et que là, tu trop bien, quoi. C'est la meilleure pub pour exactement. notre, C'est la meilleure pub. pour le Ça, pour le c'est clair cétocarnivore, pour le je pense. carnivore. Ouais. Mmh. Donc du coup, ensuite, que je me perde pas, On a vécu des heu, trucs, hein. ouais, bon, comme tout le monde, je pense qu'on a tous Ah des non, moi cheminements. ah non, moi j'ai passé 10 ans Ouais, dans mais le si tu coma à rien faire. ouais, mais tu disais que tu avais eu 7 ans de végétarisme, si je dis pas de bêtises? C'est Tu étais ça, 7 bah, ans c'est 7 ans végétarien? dans le coma, hein. Ouais, mais est-ce que tu as pas eu une évolution de ton végétarisme? Tu as pas eu, tu es pas sorti du jour au lendemain du végétarisme au carnivore? Tu as peut-être eu une Alors un début d'éveil et alors si tu veux que je raconte moi mon histoire, mais moi bah, j'ai ça oui, fait, c'est intéressant de comparer. si tu veux. J'ai été 7 ans végétarien et il y a 3 ans, j'ai quitté mon ex-femme et là, j'ai commencé à vouloir, changer un peu, je me suis j'ai c'est là où j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts de beaucoup de choses différentes, beaucoup, beaucoup de choses différentes, notamment les relations hommes-femmes et c'est un peu pour ça qui m'a amené au carnivore à la base parce que je suis allé dans le développement D'accord, personnel et un mec a parlé du carnivore, bah, dont Jordan Peterson d'ailleurs et OK. heu et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Alors ça a mis du temps à germer, hein, parce que c'était quand même il y a 3 ans. Heu, mais au niveau de mon végétarisme, j'ai commencé à aller à la salle de sport en me disant parce que j'étais très idéologiquement tourné vers le végétarisme parce que ma mère est végétarienne et elle m'avait mis dedans très D'acc tôt et j'étais bouddhiste et il fallait pas faire, de la cruauté animale et il fallait pas faire blesser les animaux, voilà, donc j'étais beaucoup là-dedans et c'est ça qui m'a fait rester dans le végétarisme malgré que j'avais entendu parler du carnivorisme, que ça m'intéressait mais je me disais: «Bah, idéologiquement, je peux pas le faire». Donc je suis resté 1 an où j'ai commencé à aller à la salle, 3 fois par semaine, tout en restant végétarien. Est-ce qu'on peut dire que ça a évolué à ce moment-là? J'étais pas forcément beaucoup sur des produits hyper transformés, à part peut-être les pâtes, quoi. Mais à ce moment-là, je voulais augmenter beaucoup les protéines, donc j'ai mangé énormément de lentilles, les graines de lin, les tout ça. Mais ça a pas énormément évolué, en fait. J'ai juste augmenté les protéines végétales et ouais, c'est tout, en gros et en plus, je mangeais beaucoup de quinoa parce que ça, pareil, je savais pas du tout les phytoestrogènes, tout ça, j'ai appris après et à partir de là, voilà, là, ça faisait 1 an que je faisais du sport, ça allait, mais c'était pas, fulgurant non plus et là, je continue à regarder mon podcast et je vois, alors je sais pas si tu connais Dave Asprey, qui est ce qu'ils appellent un biohacker américain. Il est pas très connu, mais il a beaucoup de clients de haute volée. Donc d'accord. voilà, j'écoute ce gars-là et et pareil, il a été végétarien pendant un certain temps et il a dit, c'est à ce moment-là, en fait, ç ça ça m'a réveillé parce que déjà, il m'a appris l'existence des antinutriments oxalates, phytates, et cetera et que je me disais: «Non mais alors, non seulement j'ai des protéines moins biodisponibles, mais en plus je me tire une balle dans le pied parce que je peux pas absorber mes nutriments» Ouais, et ouais. et en plus il m'a donné une, raison idéologique qui est effectivement que, bah, la monoculture, ça tue des tonnes d'insectes et de petits animaux et bizarrement personne n'en a rien à foutre. Alors que quand on mange seulement du bœuf, spécifiquement en Lion Mmh. Diet, potentiellement, on ne sacrifie que une vie par an par rapport à ce qu'on mange.
c'est Donc ça. en fait, c'est Ouais, vachement plus rentable en fait, au niveau vie, au niveau souffrance, au carrément. niveau Ouais. donc en fait, on fait moins souffrir la faune que si on est végétarien et Mmh. quand il a donné cet argument-là et alors en plus en plus, il avait donné Exact, un ouais. autre argument. Il avait dit, qu'il avait discuté avec un moine bouddhiste qui avait une peau d'yak sur le dos et que ce moine bouddhiste et donc comme moi je suis bouddhiste, bah, du coup ça m'a beaucoup parlé parce que ce moine bouddhiste, il lui a demandé: «Mais pourquoi vous avez, cette peau d'yak sur le dos? Pourquoi, vous avez tué ce pauvre animal?» et cetera et le moine bouddhiste lui avait répondu: «Une vie nourrit tout le monde» et je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est bien ça la bonne, réponse en fait» et donc Ouais, là, tu c'est là où déclic. j'ai totalement basculé. Voilà et là je me suis dit: «Donc non seulement, non seulement le carnivore est probablement meilleur pour mon corps et je vais avoir des meilleurs résultats et je vais être mieux dans mon corps et je vais aller mieux. En plus idéologiquement, en fait, c'est mieux que le végétarisme». Donc là, je me suis Mmh. dit: «Bon, bah, en fait, je vais rebouffer de la viande, c'est mieux finalement». Ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en soi, pendant mon voyage végétarien de 7 ans, il s'est pas passé grand chose, hein. J'ai été dans le coma Ouais. pendant 7 ans, Non, mais nutritionnellement. par contre, ta phase de ta transition, tes les différents déclics que tu as eus, il y a quand même c'est pas sur 7 ans, mais du coup, c'est sur combien de temps à peu près, tu dirais, toute cette Bah, phase-là, c'est depuis que je me suis séparé de mon ex-femme, en vrai, c'est clairement ça. 3 ans, d'accord. Donc il y a 3 ans, j'ai OK. commencé Ouais, à, OK. me foutre dans le développement personnel parce que, bon, déjà OK. parce que je voulais retrouver une compagne et que j'étais pas Mmh. forcément, au pic, de ma santé, De au pic de Ouais. mon attraction physique et cetera et mon attraction mentale aussi. Donc Mmh. je me suis hyper intéressé au développement personnel de toutes les façons possibles. J'ai beaucoup écouté des Américains, j'ai beaucoup écouté Mmh. Jordan Peterson, Mmh. qui lui, donc avait dit, sur le podcast de Joe Rogan qu'il était carnivore et au début alors, ça a mis du temps à faire son chemin. Au début, je prenais ça, je me disais: «OK, c'est intéressant, mais je vais pas faire ça, c'est très étrange, machin et cetera». Puis en fait, Ouais. ce qui est drôle, c'est qu'au fil des années, enfin parce que du coup, 1 an après, je reregarde enfin, moi je suis arrivé très tard, ça c'était une interview vieille d'il y a 6 ou 7 ans et en fait, il y avait déjà le recul où on voyait déjà que avec le temps, Jordan Peterson, on voyait que physiquement, il avait rajeuni, quoi. On voyait qu'il allait Ouais. beaucoup mieux, qu'il avait plus de cheveux, qu'il était vachement mieux et tout. Mmh. Et je me disais, waouh, quand même. Et ça fait 5 ans qu'il bouffe que du bœuf. Et là, tu Ouais, waouh, complètement. incroyable. Et 5 ans, c'est ça qui est fou, je trouve, c'est que 5 ans, c'est rien. Enfin, je veux dire, En plus, 5 ans, c'est tu pas grand chose. nous, on a à peu près le même âge et Oui. je suis curieux normalement, si on reste dans la même, faut jamais dire jamais, on peut changer du jour au lendemain, mais je suis curieux de voir ce que le carnivorisme fait puis le mode de vie céto-carnivore va avoir d'impact comme sur nous dans 10 ans, par Mm, exemple. Où on exactement. aura, finalement une petite quarantaine d'années, mais peut-être enfin, ouais, est-ce qu'en tout cas, entre guillemets, «on aura rajeuni». Alors après, est-ce que je suis curieux de savoir ce qui est possible parce que finalement, il y a pas de recul, documenté, sur cette alimentation-là, malgré qu'elle soit ancestrale au final. Donc heu, donc c'est passionnant quoi. C'est ouais, c'est passionnant. Ça donne vraiment envie de poursuivre et de continuer à expérimenter Alors moi, et je trouve que j'ai déjà rajeuni en plus. Je trouve que déjà, comparé à il y a 2 ans, je me sens mieux, je suis plus musclé. J'ai jamais été aussi musclé de ma vie, mais parce que je faisais pas de sport, hein. Quand je te dis que j'étais dans oui, un coma oui, nutritionnel, j'étais aussi dans un coma de santé totale où je faisais zéro sport, j'étais, j'étais un gros geek. Je passais 10 heures tu par faisais jour pas sur mon ouais, c'est PC ça. et voilà C'est ce que j'allais te dire, tu et avais pas je un faisais rien. métier qui te permettait d'être en Oui, mouvement, non, mais oui, mais je voilà, je ouais. j'aurais pu faire l'effort, bah, c'est parce que j'avais pas la motivation non plus, hein, mais j'aurais pu Mmh. faire Mmh l'effort mh. de sortir, aller à la salle, faire un truc, et Ouais, cetera, mais j'avais zéro motivation. J'étais, comment dire? J'étais plan-plan dans ma petite vie avec, ma fille qui était en train de grandir et mon ex-femme, à la maison et mmh, on était tous, voilà et on vivait la vie comme elle venait et on s'est pas posé la question de la santé, mmh. on s'est rien posé de tout ça et j'avais pas de but, j'avais pas un but plus grand que moi, de me dire: «Il faut absolument que je sois en bonne santé pour quoi que ce soit», donc je me laissais vivre et ça voilà, Tu c'est avais pour ça que je dis que probablement j'ai fait un pas, coma. tu n'avais probablement pas l'énergie parce que c'est quand on retrouve Aussi, l'énergie qu'on se rend compte qu'au fait avant on était il y a beaucoup de gens, ils ont pris oui, l'habitude d'être crevés constamment, de «je vais au boulot, à reculons et je suis crevé, ma nuit elle m'a pas réparé, puis le soir je rentre». Puis
on tu un petit boost le soir, mais bon, ça dure pas longtemps et d'être dans ce train-train et puis le week-end, bah, tu récupères quoi, donc tu fais pas grand-chose et ta vie au fait, il y a aucune perspective quoi. Ta vie c'est, je bosse et l'objectif c'est la retraite, l'objectif c'est, acheter sa maison, se marier, avoir des gamins, tu vois? Le truc classique, mais au fait, tu fais ça pour rentrer dans la norme, sociétale mais au fait tu te respectes pas et finalement tu vis pas quoi, ta vie n'a pas vraiment de sens quoi. Tu es juste, tu dans la comment on appelle ça? La rat race? Le métro boulot dodo? Ah, la rat race. La rat La race, ouais, excuse-moi, j'ai un anglais la très course la course des rats, oui, oui, la course des c'est rats ça, qui est le mot péjoratif pour décrire le 8:00, le 9:00 le 9:00-18:00 quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et là oui, et puis la course à la rentabilité et au final on est que de la ressource humaine quoi, au final Oui, tu vois bah, le on est le des rats côté qui courent développe dans une roue quoi. c'est ça, exactement, ouais, C'est pour ça que ça exactement. s'appelle comme ça. Et donc du coup pour en Et revenir, oui et donc c'est si tu veux là toutes mes motivations, ouais. et puis en plus, mais j'étais frustré sexuellement, j'étais frustré, au niveau de ma vie, j'étais pas, super bien donc je m'hypnotisais avec des jeux vidéo pour pouvoir ne pas vous regarder ma vie en face et voilà et c'est pour ça que je dis que j'étais dans un coma parce que j'étais dans un coma pendant 7 ans. J'étais dans un coma qui, ne me donnait pas envie de vivre. Je me disais: «La vie, c'est quand même pas terrible». J'ai des ça c'est fou parce que me dire ça aujourd'hui, à l'époque, et d'ailleurs je comprends parce que mon frère y est encore dans ce mode de pensée-là, parce qu'il mange pas très bien et il me disait et même ma mère oh putain, c'est vrai que ma mère elle m'a dit ça. Ah oui, ça m'a désespéré parce que du coup, alors en devenant carnivore évidemment, là je me suis rebellé contre ma mère qui est végétarienne depuis, 9 ans et qui, m'avait foutu dans le végétarisme et alors là, voilà, j'ai coupé le cordon à 30 ans, on va dire. Heu, du coup, ma mère, qui je pensais était un être, extrêmement évolué au niveau spirituel et qui avait, tout compris et cetera, quand j'ai eu cette discussion avec elle et qu'elle m'a dit, «Oh tu sais, la vie c'est quand même pas terrible, le samsara», donc ça c'est ce qu'on appelle l'incarnation dans le bouddhisme, mais en gros c'est, tout ce qu'on vit ici, c'est quand même pas terrible et on survit, tant bien que mal. Et bah, depuis que je suis carnivore, j'ai plus du tout cet état d'esprit-là. Mais vraiment, je trouve que la vie c'est incroyable. Je trouve que Mmh, c'est vraiment fou ce qu'on peut vivre quand on va bien complètement, biologiquement et exactement. voilà et j'ai plus du tout cette, et je l'avais hein, pendant 7 ans, pendant que j'étais végétarien, je me disais: «Ouais, la vie, c'est quand même très moyen, hein, c'est quand même pas terrible, c'est quand même Mmh, beaucoup de souffrance, c'est quand même, ouais, on est quand même ouais. pas bien la plupart du temps, il arrive beaucoup de merde dans la vie, c'est quand même pas fou» Mmh et en fait, ouais, aujourd'hui et maintenant que je suis biologiquement stable, je trouve que la vie, c'est génial, quoi. Je me dis: «Waouh, mais on peut faire plein de trucs, on peut créer, on a de l'énergie, on peut faire mmh, énormément de choses», et se sentir bien en le faisant et avoir une vie satisfaisante, aller chercher ce qu'on veut mmh, et c'est mmh, voilà et j'ai plus du tout cette vision de la vie que j'avais avant. Parce que mmh, biologiquement, ça va mieux finalement et en fait, ça on peut pas s'en rendre tout compte quand on n'a pas essayé. Parce qu'en plus, ça devient tellement normal ce truc de: «Ouais, la vie c'est pas terrible, on est déprimé, il y a plein de trucs, mauvais qui arrivent» et cetera, que mmh, lorsqu'on commence à être biologiquement sain, le corps, il met en place les bonnes hormones qui tournent, bien dans ton corps et qui commencent à te dire: «Non, non, mais la vie, c'est sympa, hein, vas-y, fais des trucs, amuse-toi, va chercher ce qui te fait plaisir, et ne te limite pas, quoi. Tu peux y aller, tu peux le faire, tu as l'énergie pour et tu te sens bien» et c'est incroyable, quoi mmh. et moi, c'est ça la différence, c'est de avant me dire que ma mentalité, c'était: «La vie, c'est pas terrible» et maintenant, je me dis: «Waouh, la vie, je peux faire ma chaîne YouTube et parler du régime carnivore parce que c'est incroyable, parce que, ça a changé ma vie et j'espère que j'espère pouvoir inspirer, des personnes à le faire aussi parce que j'aimerais qu'elles puissent habiter dans mon corps pendant 2 jours, juste pour voir ce que ça fait» et c'est Ah mais ça, c'est ça, c'est ouais, ouais et on peut pas transmettre ce sentiment, on peut pas transmettre ce truc qu'on a nous qui fait qu'on a énormément d'énergie et qu'on a une super mentalité et qu'on se dit: «Waouh, mmh, allez, on va» et alors en plus, si tu viens dans les régimes dans le groupe régime carnivore et que, voilà et toi tu le sais parce qu'on s'est rencontrés en vrai, mais, mmh, mmh, l'énergie des gens, la bonne humeur,
on est tous super gentils, super contents, super Mmh. bien, stables, bref, c'est Alors génial. alors qu'on a alors que les mangeurs de viande, sans parler, mangeurs de viande exclusifs, mais on dit souvent que enfin, tu entends souvent que les mangeurs de viande sont des barbares, enfin ont une Voilà, c'est ça. sont agressifs, sont méchants. Enfin, en gros, on est des méchants et les par contre les végétariens ou les véganes, c'est les amis des animaux, c'est les amis de la planète et tu vois? Et au fait, bah, la réalité, c'est que comme tu dis, il y a une grande bienveillance dans la communauté, même si c'est un Oui, terme un peu oui, ça la peut faire un peu communauté sectaire, carnivore. mais dans la ouais, ouais. Ouais, mais bon, ça peut avoir une connotation péjorative à l'oreille de certains. Mais oui, il y a une grande bienveillance, il y a une volonté d'aider, al et puis il y a une volonté de vouloir débattre, posément, alors que quand Oui, tu fais l'expérience de discuter avec des végétariens ou des véganes, alors ils sont pas tous comme ça évidemment, mais il y a une nervosité. On a l'impression que leurs convictions, sont très instables, ça et dès qu'on vient les titiller et remettre en question leur mode de vie et leur, et ce qu'ils croient acquis dans leur ouais, dans leurs convictions, leur façon de voir le monde, bah, ils montent très vite en pression, ils s'énervent vite, ils ferment le débat et donc du coup, c'est à l'opposé, au fait, de notre façon de voir les choses. Je pense que toi, tu aimerais bien, éventuellement, sur ta chaîne, organiser un petit débat avec un végétarien ou un végane, quelqu'un qui a pas la même vision que toi. Ça pourrait être intéressant. bien sûr, mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que ah tiens, bah, anecdote intéressante. En plus, Vas-y. mon meilleur ami de 18 ans, il est végan. Heu, alors attends, est-ce qu'il est végan ou est-ce qu'il est végétarien? Non, non, je crois qu'il est végan, hein, vraiment, il mange plus d'œufs et plus de fromage. Donc je suis parti en vacances avec lui cet été et donc évidemment, bah, on a eu tous les débats habituels, on a eu le débat du vegan versus carnivorisme et son grand argument, c'était alors d'ailleurs, le grand argument que je trouve complètement bête, mais son grand argument, c'était, «Oui, mais on a fait, des» en donc en gros, son plus gros argument, c'était: «On ne pourra pas nourrir, tous les humains Ouais, avec, d'accord, la OK. superficie de la planète qu'on a actuellement». Mmh. Et alors moi déjà je suis pas d'accord avec ça pour 2 choses. Déjà, c'est ne pas compter l'ingéniosité humaine dans, le problème qui est gigantesque. Donc déjà on est capable de trouver des solutions. On est capable de Et faire des trucs multi-étages, on est capable, de faire en sorte d'avoir, de la viande pour tout le monde. Enfin c'est moi je pense pas que ce soit un mais problème, c'est juste qu'on n'a pas encore créé l'infrastructure pour le faire parce qu'actuellement on est dans un coma total de, c'est l'agriculture et rien d'autre et le reste, c'est on n'y pense pas et mais déjà aujourd'hui l'agriculture, conventionnelle, moderne, enfin le mode, agricole, qu'on connaît ne nourrit pas la planète, loin de là. Enfin je veux dire, oui, la fameuse révolution verte d'après-guerre qui devait nourrir, la planète, ça a complètement échoué. Enfin aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête du nombre de gens qui sont, soit dénutris, soit malnutris, soit même carrément qui meurent de faim. Mais c'est des millions, voire, je sais pas si on n'a pas dépassé le milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim chaque jour. Donc au fait, ça tient pas à ce côté-là et puis on l'a déjà démontré, on prend un pays comme la France, rien qu'en prenant juste les surfaces de terres arables, on parle même pas des autres zones qui sont, pas cultivables, toutes les zones de montagne, tous les endroits où on peut mettre des animaux, mais on peut pas, faire de culture. Il y a largement de quoi, nourrir une population, heu, comme la population française, quoi. Il y a sans problème, sans problème. Alors après, par contre, il faut accepter une alimentation, vraiment carnivore, quoi. C'est sûr qu'il faut oublier les vergers, il faut oublier, les légumes, enfin ou disons, il faut que ça devienne très minimaliste, quoi. Tu as un petit carré de tomates à un endroit, un petit enfin, mais tu vois, ça c'est limite, il faudrait qu'il y ait une production, de produits animaux pour le plus grand nombre et à la limite, la production végétale, c'est assez personnel. C'est si quelqu'un veut avoir son petit potager, pour avoir, un petit, heu, un petit peu de végétal, mais je te rejoins, ça il y a largement la possibilité, surtout qu'on peut mixer les élevages, avec des
avec des ruminants, tu peux mettre des poules, que rien que ça déjà, les œufs, c'est très nourrissant, la poule en Mmh. elle-même. Donc ouais, ouais, je te rejoins totalement. C'est tous les arguments du véganisme, du végétarisme, ça ne tient pas, que ça soit sur la souffrance animale, que ça soit sur, Oui, la préservation de l'environnement, sur, enfin moi je n'ai pas peur maintenant de dire aux gens que enfin à quelqu'un qui est, végane, qu'il tue plus d'animaux que moi, oui, qu'il dégrade l'environnement, qu'il détruit les sols, qu'il est responsable, en partie de l'érosion des sols, de et après de, les conséquences en cascade, tu vois? Les inondations, les fameuses émissions, de CO2 que l'agriculture, génère, par, la minéralisation des sols au final. Donc ouais, ouais, ça se démonte hyper facilement et quand tu vois, la visite qu'on a fait de la ferme, à l'herbe, qui est en oui. pâturage, dynamique tournant, ça pullule de biodiversité, c'est des prairies, de magnifiques prairies où tu enfin, il y a aucune enfin, les sols sont parfaitement, entretenus, il y a pas d'érosion, il y a une grande biodiversité dans la flore, pardon, dans la flore. Hem, ouais, voilà, enfin, je veux dire, c'est ouais, ça tient pas. Ça un vrai débat, honnête, le véganisme ne tient pas, quoi. Ça a pas Et de sens. c'est compliqué. En fait, moi, c'est pour ça que je voudrais pas forcément avoir bon, déjà, je pense pas pouvoir avoir les arguments suffisants pour, entre guillemets «gagner le débat», même si, j'ai mes croyances personnelles qui sont fortes et que je crois en l'ingéniosité humaine et que je priorise aussi la santé de l'humain par rapport, à la santé, animale, même si Mmh évidemment, c'est mh. important d'avoir la santé animale, c'est pas ça la question, mais, je pense qu'on créera plus de bonheur dans l'humanité que, si on la nourrit correctement, que si on la nourrit mal. Ça déjà Mmh. premièrement et en plus, je pense D'accord. que, en faisant ça, alors on préserve la beauté des prairies, on préserve, on préserve la La biodiversité, la vie des sols. heu, on préserve la vie des sols, on préserve la vie de la planète, on est dans un cycle qui est plus constructeur que destructeur. Y enfin, évidemment, moi je suis convaincu. Heu et donc il y avait, et donc j'ai eu ce débat aussi alors attends, il est intéressant ce débat, mais je vais te demander ton point de vue. Ouais. J'ai eu ce débat avec mon meilleur ami et ma mère d'ailleurs, où, je leur ai dit que parce que leur argument c'est: «Ouais, mais imagine, on te fait naître pour que» alors imaginons que ce soit 30 ans parce qu'une vache Mmh. c'est censé vivre 15 ans et on la tue à 2 ou 3 Mmh. ans parce que à 3 ou 4 ans, je crois que c'est 3 ou 4 ans. À 3 ou 4 ans pour en faire de la viande, voilà. Donc elle ne vit qu'un tiers de sa vie, de vieillesse, on va dire, OK. Ouais, ouais, Et complètement. donc l'argument que j'ai le débat que j'ai eu avec mon meilleur ami et ma mère, c'est: «Est-ce que tu préfères» alors parce que c'était sur la valeur de la vie. C'était, «Non mais tu te rends compte, on te fait naître pour te buter quand tu as 30 ans», en gros, parce que c'est un tiers de notre Mmh. vie, d'humain, on va dire, voilà. Ouais. Et je leur dis: «Ouais mais attends, si pendant ces 30 ans où, de toute façon tu n'aurais pas vécu s'il y avait pas l'élevage intensif, parce que de toute façon, il y a pas de vie. À ce moment-là, on te fait pas naître du tout et il Mmh. n'y a pas de vie. Alors maintenant comme je donne une bonne valeur à la vie, je me dis: «C'est intéressant de vivre pendant 30 ans, Mmh. ça peut être sympa». Mmh. Et alors C'est ça. imagine maintenant que tu vis pendant 30 ans, donc OK, à 30 ans on te bute, OK. Mais on t'offre une vie de 30 ans dans laquelle tu es avec ta famille, tu as suffisamment de quoi manger, tu es nourri, logé, blanchi, tu es optimisé pour, faire en sorte que ton bonheur soit le meilleur possible et à 30 ans, on te bute. Mais Mmh. tu travailles pas, tu pas d'anxiété, tu pas de stress, tu es en communauté, tu es bien, et tu as 30 ans parfaits pendant ta vie. On t'a offert une vie de 30 ans de pur bonheur et effectivement, à la fin, bon, bah, dommage, à la fin, effectivement, faut partir. Est-ce que tu préfères avoir une vie de 30 ans où tout est parfait, alors plutôt que pas de vie,
Donc ça, c'est le 1er point, c'est pas de vie ou une vie de 30 ans où tout est parfait. Et le deuxième point, c'est est-ce que tu préfères avoir une vie de 30 ans où tout est parfait ou une vie de 100 ans où tu es un esclave et où on te fait chier pendant toute ta vie? Mmh. Mmh. Je suis d'accord avec Je toi. te demande la Je réponse. Ah, voilà, je te demande la réponse. Quelle est ta Bah, réponse à plutôt ce débat? plutôt 30 ans. 100 ans, c'est pas une vie, au fait, c'est La 100 ans mais d'esclavage mais surtout. bah, ouais, pas 100 ans d'esclavage. C'est ça a pas de sens, ça a pas de sens et puis, au fait, je pense qu'il faut même pas avoir, ces 2 choix, enfin, je pense qu'il faut regarder l'aspect, évolutionniste, dans la nature ou même observer les animaux, en fait, tout simplement. Moi, j'aime bien, ça c'est je m'inspire d'Ulrich Génisson, là-dessus. C'est qu'au fait, la nature, elle nous dit comment vivre, elle nous montre comment vivre. Les animaux entre eux, ils se bouffent entre eux, ce qui est normal, Oui, c'est la chaîne pas la chaîne alimentaire, mais les niveaux de prédation, enfin, je veux dire, on a tous bah, nous, l'homme, on n'a plus de prédateurs, mais voilà, tous les animaux, ils savent qu'ils sont une potentielle proie dans la nature. Entre eux, ils ont pas de pitié, pas de quartier, ils vont se bouffer vivants. Ils vont se bouffer vivants. Nous alors évidemment, je suis complètement contre les élevages intensifs, je veux dire, ça ne doit pas exister en aucun cas. Je veux dire, il y a même pas, il y a aucune excuse, pour accepter ça. Mais sur des élevages extensifs, moi je vois la ferme où j'achète ma viande. Ils emmènent la bête à l'abattoir le jour même, l'éleveur l'accompagne, donc donc le jour même de l'abattage, l'éleveur l'accompagne. Ils sont, plus ou moins assommés, j'ai plus le terme, heu, avant d'être abattus, donc au final, il y a pas vraiment de souffrance a il y a pas de priori. souffrance. Ça, je sais, ouais. Donc au fait, la façon d'abattre, de l'homme est la plus éthique du monde animal, enfin du monde, du vivant en fait, Bien du sûr. vivant. Et après alors après c'est vrai que souvent les véganes ont l'argument de dire: «Oui, mais nous on est contre l'exploitation des animaux», c'est-à-dire de faire naître des animaux pour, les consommer. C'est-à-dire que limite ils Mmh. diraient: «Oui, bon dans la nature tu chasses ou tu vas pêcher, c'est Mmh. OK, mais là, au fait, tu fais naître des Des animaux pour animaux les pour les exploiter». manger. Mmh. Mais au fait, dans la nature, c'est comme ça aussi. Alors j'ai pas Oui. 50 000 exemples, mais par exemple, on sait que les f que des espèces de fourmis vont, exploiter les pucerons pour, produire leur nourriture, voilà donc en fait, dans le monde animal, il y a déjà une exploitation, d'une espèce, Oui, à heu, l'autre. à l'autre. Donc au fait, on n'a rien inventé. On fait ce pourquoi on est fait et à la limite, moi, je trouve ça plus clean. À la limite, moi, je serais plus pour, qu'il y ait plus de chasse parce que la chasse, ça pour l'animal, ça bah, déjà, il va avoir une mort, l'animal va Oui, souffrir, oui. il va être, comment dire? C'est une mort beaucoup moins éthique et beaucoup plus de souffrance. Et beaucoup plus de stress en amont. C'est-à-dire que Oui, l'animal va être poursuivi, il va ex être, exactement. donc au fait, à la limite, moi, être contre la chasse, enfin, je peux comprendre, d'être pour, ça serait une preuve d'intelligence de se dire: «Bon, on est capable maintenant d'élever des animaux de manière la plus éthique possible, en leur offrant une vie, bon, plus courte, mais une superbe vie». Voilà, exactement Heu, au et fait, la encore chasse plus n'est plus courte parce que dans nécessaire. la nature, je suis pas sûr qu'il vivrait une vie plus longue que ça, hein. C'est ça. Une vie ouais, la vie serait probablement pas plus longue et elle serait, Non, probablement plus plus stressante. stressante. Ils auraient pas une nourriture à foison comme ils peuvent avoir, dans un élevage. Exactement. Alors c'est dans l'intérêt de l'homme de lui donner une nourriture à Bien sûr, foison, évidemment, mais en fait c'est gagnant-gagnant, quoi. Tout le monde est content dans l'histoire exactement. et à la limite garder la chasse juste pour un aspect, régulateur, de la faune. Je suis évidemment complètement contre la chasse de loisirs, tu vois? Les conneries d'élever des faisans pour ensuite les relâcher et puis pour derrière s'amuser à les fusiller. C'est complètement débile, mais bon, après c'est voilà, c'est les arguments qui sont pris, pour dénoncer ça, mais voilà, en fait, les solutions, moi, elles me semblent, mais comme pour l'alimentation, comme pour plein de sujets, les solutions, elles sont là, elles sont faciles, mais c'est pas dans l'intérêt, de la Dans le société sens globalement. actuel. Voilà, c'est ça, de mettre ça en place parce que ça serait voilà, on aurait une société trop
trop agréable à vivre avec des gens en trop bonne santé, et c'est dangereux. C'est dangereux d'avoir Voilà, des gens exactement. Beaucoup de problèmes effectivement. Alors bon, attention, petite parenthèse complotiste, mais effectivement, le problème d'avoir des gens en bonne santé, c'est qu'ils sont tellement peu, ils sont tellement peu centrés sur eux parce qu'ils ont tellement peu de problèmes à régler au niveau santé et au niveau physiologique, qu'ils vont commencer à régler des problèmes de société et mmh, bizarrement, quand on commence à dénouer le problème des, problèmes de société, bah, ça arrive rapidement dans les élites et au niveau politique. Donc on va les faire chier. Ils ont mmh, pas envie de ça. bah, non. Donc ils ont pas envie que les gens soient nourris correctement. Ils préfèrent que les gens soient abrutis devant leur télé et qu'ils ingurgitent tout ce qu'on leur dit. Qu'on soit de la bonne ressource humaine, malléable et Voilà, qu'on du bon soit, montons. extrêmement rentable jusqu'à notre dernier souffle. Donc Exactement. À jouer donc les esclaves. les c'est ça et puis après, au suivant, au suivant. Après, mon exemple, si je continue mon histoire après avoir eu mon BPGEPS, j'ai travaillé un peu dans le sport et je me suis dit, «J'ai envie de rentrer chez Biocop». Je veux dire le fait, être éducateur sportif, c'est un peu un métier un peu, surtout au début, un peu précaire. Au fait, tu fais des heures à droite à gauche, donc tu es bien payé, mais au fait, c'est des contrats à droite à gauche et c'est pas super stable et vu que je connaissais Biocop depuis plusieurs années et le réseau Biocop et j'y faisais mes courses et j'aimais bien l'ambiance que ça dégageait, la philosophie, parce que j'étais sur une philosophie très végétale à cette époque-là. Donc du coup, en 2017, je suis rentré chez j'ai je suis rentré dans le réseau Biocop, donc j'ai travaillé dans une Biocop en Seine-et-Marne, donc pas très loin de chez toi. Oui? Tu dois peut-être que tu connais, hem, Lagny-sur-Marne? Non, je connais pas. Tu connais pas Lagny-sur-Marne? Torcy, tout ce coin-là? Oui, Torcy, je connais. Torcy, voilà, bah, j'étais juste à côté de Torcy et là, grosse communauté, végétarienne et beaucoup de véganes, donc enfin beaucoup. Proportionnellement à la population, ça faisait beaucoup, quoi, quand tu en as 2 ou Oui, 3 dans ton équipe, c'est déjà beaucoup et donc du coup, un gros courant, veggie qui se développe avec de moins en moins de viande et de plus en plus d'aliments, transformés, hein. C'est souvent très transformé à base de soja ou à base de gluten de blé, hein, le seitan et le tofu. Et donc du coup, c'est malgré tout dans cette année-là, j'ai découvert plein de choses, je vais pouvoir te le raconter après si tu veux, mais c'est cette année-là que j'ai découvert en 2017-2018 que j'ai découvert le carnivorisme. Heu, en voyant une vidéo, c'est ce que j'expliquais hier à Loïse, en voyant une vidéo de Jordan se transforme, je sais pas si tu connais? non. C'est une chaîne YouTube qui est plus active, mais il y a toujours le contenu et dans cette vidéo-là, en s'appuyant sur une conférence avec des passages d'une conférence du docteur, australien Paul Mason, il démonte le mythe des fibres Oui, et je l'ai donc vu. tu vois, là, moi, malgré que j'étais, à fond, voilà, pour moi, les fibres, c'était essentiel pour avoir un bon transit, machin, même si j'avais pas un bon transit, mais bon, pour moi, c'était, voilà, grâce aux fibres, c'était, le meilleur transit que je pouvais avoir. Et en découvrant ça, bah, moi, personnellement, ça m'a interpellé, j'ai poussé mes recherches, j'ai expérimenté du coup, parce que je trouve que l'expérimentation, il y a rien de mieux et voilà et du coup, tu vois, sur moi, ça a eu un effet, et puis j'ai eu la démarche d'aller voir, la chaîne d'un type qui faisait la promotion de l'alimentation carnivore donc je il y aura toujours et oui, il y a toujours des gens qui seront toujours, qui pourront pas se réveiller, hein, ils sont «perdus» entre guillemets. Mais il y a aussi une grande partie, qui sont capables de tout entendre et qui ne vont pas tout rejeter d'un revers de la main et ils vont faire leurs recherches. C'est sûr qu'il y a quelques années, je me serais certainement fait, hem, manger tout cru dans un débat avec un végane, un végétarien ou végane pardon, ou végétalien. Mais aujourd'hui, je vois avec mes collègues, j'ai une collègue en particulier qui sa maman était, enfin est toujours végétarienne parce qu'elle est toujours vivante. Elle a la soixantaine, elle a toujours été quasiment, très, très, très végétale, elle a longtemps pas mangé de viande, elle mangeait très peu de produits animaux. De toute façon, elle a cette idée que la viande, c'est acide, tu vois? Oui, Il y a une idée dans le monde un peu bien sûr. naturo, végétarien, tout ça que oui, voilà l'indice PRAL complètement bidon qui va te dire que la viande, enfin les produits animaux globalement, c'est acide et les végétaux c'est basifiant
et hem et tu vois, à mes côtés, elle évolue. Elle se remet à manger plus de viande, je suis même à la chambrer, à lui dire, «Je te vois plus souvent devant le rayon boucherie que moi maintenant». Parce qu'elle achète régulièrement de la viande et tu vois, elle a eu la démarche d'acheter le livre Bonjour Keto et de le lire et après, bah, tu vois, elle le voit sur moi, et elle entend mes arguments. Elle voit bien qu'une vache qui est dans un champ, ça détruit pas les sols et ça détruit pas la planète et qu'à l'inverse, que pour avoir, son s le sétan ou même des céréales, même des produits, du pain, tout ça, c'est des monocultures de blé. Elle voit bien que tous les légumes et les fruits qu'on a sont pas de saison, ne sont pas, ce n'est pas du local. C'est-à-dire que s'il y a pas, le sud de la France ou bien, les pays, limitrophes, bah, nos rayons seraient quasiment vides, en particulier l'hiver. Elle voit bien que tout ce qui est vrac, c'est de l'importation, quoi. On n'a pas de noix de cajou, on n'a pas de noix du Brésil, on n'a pas d'amandes sous nos latitudes. Oui, il y a des gens qui ont pas cette intelligence-là, mais moi je vois, je côtoie des gens qui ont cette intelligence-là et qui, voilà, petit à petit s'acheminent et après je pense que c'est aussi à nous de savoir exprimer, notre vision des choses. De présenter nos arguments en étant posé quoi. Ne pas être dans l'agressivité, ne pas vouloir absolument convaincre. Moi, c'est ce que j'essaye de dire, c'est, de ne pas me croire sur parole. Je veux dire, faites vos recherches. Quand je leur dis, il y a plein de toxicité dans les végétaux, je dis: «Bah, allez voir, tape sur Google, oxalate, Salade, acide phytique, c'est ce que je fais regarde aussi. que dans» c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a du cyanure dans certains dans les pépins de pommes, par exemple. Hem va regarder tous les problèmes qu'il peut y avoir si tu au niveau des calculs rénaux, si tu consommes des jus d'épinards ou de l'oseille en abondance et au fait, voilà, donc les gens ils se disent: «Bon, bah, on va» soit ils font la démarche de regarder et clairement il y a un déclic, soit il y en a, ils vont pas vouloir regarder, mais au fait, il y a ils dans le débat, ils sont morts, en fait. Il y a pas de débat parce qu'en fait, ils ont aucun argument à ce que tu leur présentes. Moi, quand je leur dis que j'achète ma viande à 10-11 kilomètres de chez moi et que je leur dis: «Bah, toi, ce que tu manges, ça vient, tes bananes, elles sont pas de France, tes amandes, elles sont pas de France, même ton soja». À la limite, il y a des gens, ils vont dire: «Oui, le soja, il est français». Mais ouais, mais le soja, c'est une plante, qui a été, c'est de la monoculture qui a été, implantée en France, je crois, dans les années, 70, enfin, en tout cas massivement. Le soja, ça vient pas de chez nous. Ça vient pas de chez nous, exactement. Mais au fait, si tu veux vraiment manger local, si tu veux être, locavore, tu te rends compte qu'il reste plus grand chose. Moi, j'ai À part la viande tendance et à les dire œufs. que, bah, les œufs, quelques légumes, quelques fruits, mais normalement pas en quantité comme on en a aujourd'hui. Non, Après on peut imaginer que vu qu'on fait de l'exploitation animale, on peut faire de l'exploitation, végétale, mais oui, oui, clairement, l'hiver quand il fait -10, tu pas grand chose qui pousse et heureusement qu'il y a les animaux et puis c'est pas nourrissant après en fait, il y a tellement d'aspects où le carnivorisme est gagnant. C'est qu'après, pareil, l'hiver, enfin même tout au long de l'année, quelle quantité il faudrait manger de végétaux pour, être en santé? Enfin, de toute façon, c'est même impossible a priori parce que plus tu en manges, plus tu vas, ingérer de toxines. Alors que les animaux, voilà, on le voit bien, nous on mange 1 kilo de viande bien grasse, bah, on tient largement toute la journée, on oui, peut jeûner, tranquille quoi donc facilement. Mmh. facilement donc de toute façon, moi je le dis souvent à mes collègues, que, si on est honnête, un magasin, même un magasin Biocoop, 95 des rayons, tu les enlèves. Il reste plus grand chose au fait. Si vraiment tu veux être local, vertueux et avoir une alimentation, physiologique, il reste plus grand chose. Donc Bien heu, sûr. donc voilà, quand tu sors ces arguments-là, bah, ça fait sens à quasiment tout le monde. Ou après ceux qui veulent pas entendre, bah, ils ont rien à répondre. Ils arrivent pas enfin pour l'instant, j'ai trouvé Ouais, personne bien sûr. qui me bloquait en tout cas, qui me disait, qui me sortait un argument qui me: «Ah, ah ouais là, là je sais pas quoi répondre».
Voilà. À ce moment-là, je vais organiser un débat où c'est toi qui débats. Ah je veux bien moi, j'adore ça, enfin moi un débat par contre où on s'écoute et où on se Oui, respecte, mais moi je demande que ça à débattre et au fait, je pense que c'est un de nos problèmes de société, c'est qu'on peut plus débattre librement, oui, on est censuré, très facilement, bien le sûr. peu de débats qu'il y a, c'est des débats orientés au fait. C'est des débats où on te dit presque ce que tu dois penser, ce que tu dois dire, Oui. voilà. Donc moi un débat, je demande que ça et même au sein de ceux qui vantent les mérites de l'alimentation céto-carnivore, on n'est pas tous d'accord et c'est pas grave, on a des et c'est génial de pouvoir, échanger parce que c'est comme ça qu'on évolue. En ayant accès à la pensée, à demander à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord de développer sa pensée, de comprendre d'où lui vient ces arguments-là, bah, c'est là qu'on peut des fois avoir un déclic et dire: «Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça». C'est-à-dire que quand je voyais sa façon de faire, j'adhérais pas, mais finalement ça a du sens, enfin moi j'évolue que comme ça en fait, c'est grâce aux autres, hein, on n'évolue pas tout seul, c'est en se Non, bien sûr. confrontant, c'est en se confrontant à la vision des choses des autres pardon, qu'on, qu'on évolue quoi. Donc ouais, tu peux organiser un débat si tu veux avec plaisir. Ouais, je suis pas sûr que mon pote voudra le faire, mais parce qu'il veut pas être une personne publique, donc ça va pas le faire. Ah d'accord, OK. Mais mais au-delà de ça, ouais, après moi je veux bien faire ça, hein, mais c'est oui, évidemment, on se construit avec, l'avis des autres, on se construit, avec, ce qui se passe autour de nous et on fait ce qui a le plus de sens pour nous et en fait, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que la pensée dominante est une pensée qui a été construite sur des bases, fausses ou des bases, en tout cas, qui ont été, sur des bases qui ont été dévoyées et avec des croyances qui ont été implantées spécifiquement, donc là, après, on peut dire par les États, par l'OMS, par, les grandes entreprises, qui voulaient faire du profit et nous, on a cette chance de pouvoir déconstruire tout ça parce que c'est en fait, c'est très compliqué pour les gens de changer leurs croyances. Parce que tu peux leur donner tous les arguments du monde, s'ils ont envie de manger, leur pain au chocolat, tous les jours, tu pourras leur donner les meilleures raisons du monde, ils arrêteront pas. Heu et c'est ça qui est terrible, c'est, même si tu donnes les infos objectives et même si tu arrives à les apporter à quelqu'un, alors encore plus par internet, parce que je trouve que Mmh. c'est une force de pouvoir changer ses croyances seulement avec ce qu'on entend de quelqu'un qu'on ne connaît pas sur internet. Parce que moi, je dirais que les gens sur lesquels j'ai eu le plus d'influence et encore, c'est un grand mot, hein, parce que je crois que j'ai réussi à faire en sorte que quelqu'un mange plus de viande. Je pense qu'il y a qu'une seule personne avec à qui j'ai réussi à faire ça à la salle de sport en plus, donc je considère que les gens qui vont à la salle de muscu sont quand même plus à même de t'écouter parce qu'ils sont dans une démarche de santé, ils sont dans une démarche sportive, ils sont dans une démarche de gain de muscle. Donc déjà, ils sont déjà plus à même de t'écouter et Ouais, même malgré ça, malgré le fait qu'ils me voient évoluer, le fait qu'ils voient que je vais super bien, que je suis jamais malade, que j'ai de l'énergie, que ça va plutôt bien dans ma vie et cetera et que je suis assez sociable et que j'ai pas d'anxiété et que machin, voilà, en plus j'en parle beaucoup, hein. Je débat beaucoup là-dessus, mmh, ça fait partie de mon identité maintenant, donc du coup, en plus, j'en ouais, parle énormément. J'aime beaucoup débattre. D'ailleurs, c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais passons. Et malgré que j'ai un biais de gens qui sont intéressés à la santé et cetera, bah et qui me disent d'ailleurs la plupart du temps qu'ils sont d'accord avec ce que je raconte, hein, qui se disent: «Ah ouais, c'est intéressant, je comprends ce que tu me dis, machin et cetera». Beh, ça les pousse pas à changer, ça les pousse pas à essayer, ça les pousse pas à faire la chose et ça les pousse pas à changer leurs habitudes, en fait. mmh, Donc faut se dire que c'est extrêmement rare de réussir à ouvrir la conscience des gens comme ça nous-mêmes, enfin sans qu'ils en aient réellement envie et sans qu'ils aient un énorme problème. En fait et d'ailleurs on s'en rend compte parce que dans le groupe, Carnivore France, la plupart des membres qui arrivent sur ce canal, ils ont entre 40 et 50 ans et en fait, c'est parce qu'ils commencent à avoir des vrais problèmes de santé assez violents exactement. qu'ils commencent à chercher des solutions alternatives. Mais Ah si tu c'est en ce que parles à des gens qui vont plutôt bien, on va dire, plutôt bien, hein, pas ouais, pas excellemment bien, mais plutôt bien, ils ouais, changeront rien du mmh. tout.
Bah, c'est ce que dit Ulrich, Génisson où il dit qu'on ne vient pas, à l'alimentation cétogène, par hasard. Donc c'est généralement quand Non, on est au pied du mur oui, et qu'il faut, trouver une solution et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont des soucis et moi je vois encore une fois dans mes collègues qui ont des problèmes de santé, assez importants et heu et malgré que je leur ai présenté des solutions, voilà faciles, gratuits, je leur dis: «Vous risquez pas grand chose, vous essayez sur quelques semaines ou quelques mois et puis au pire, vous arrêtez». Si ça fonctionne pas, bah, non, non, ils se complaisent dans leur, enfin ils se complaisent. Ils vont pas me dire qu'ils se complaisent, mais au fait, moi je le vois, non, le fait de pas bien sûr, vouloir, tenter, ils se complaisent dans leur maladie et ils font confiance au système et c'est ça aussi le problème. C'est oui, que les gens partent du postulat que le système leur veut du bien, que, oui, on est du côté du bien, on est les gentils, que c'est pas nous les méchants et que du coup, tout ce qui est mis en place et donc le système, de la notre médecine allopathique, moderne, heu, est là que pour notre bien. C'est-à-dire que tous les médecins, tous les représentants de Big Pharma, ils ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour nous et que du coup, s'ils ne sont pas en capacité de nous soigner, de nous guérir, c'est que c'est impossible. Alors que c'est complètement bidon en fait, tu te rends compte qu'au fait, il y a pas grand-chose, de la médecine moderne n'est pas capable de guérir grand-chose. D'ailleurs, elle ne dans l'absolu, elle ne guérit rien, mais bon ça, non, voilà, elle là ne on fait que part sur, traiter. Oui, voilà, elle elle traite, mais bon, il y traite, a des elle ne gens, ils vont te guérit dire, pas. on va te dire: «Tel médicament, ça te guérit». Mais moi, j'en Non, parlais, il y a quelques jours avec Hydra, en privé, sur moi, j'aimerais qu'on me montre la preuve mais pour la moindre molécule, hein, pour le moindre médicament, comment il nous guérit. Enfin, pour moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris, seul notre corps se guérit lui-même, oui, se nettoie et se régénère. C'est-à-dire que les médicaments, c'est que des drogues. Ça à la limite, ça va être, comme la morphine, comme des choses comme ça, c'est-à-dire que ça va atténuer, la douleur, ça va c'est ça. couper les symptômes, tout en nous intoxiquant toujours plus. Donc au final, il faut voilà, il faut prendre conscience que quand tu refuses les symptômes et tu refuses la douleur, bah, tu alimentes la maladie, tu alimentes, le problème mais du coup, on est dans un monde complètement corrompu, complètement frauduleux, où les gens sont trompés. On leur fait croire que, la guérison vient de l'extérieur. C'est ça, ouais, c'est ça. On fait croire aux gens que la guérison vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, elle vient de l'intérieur et qu'à partir du moment où tu as un mode de vie physiologique et que tu nourris bien ta machine, hein, on est une super machine, notre organisme, bah, le corps est capable de se régénérer de manière, extraordinaire et je ne sais pas si tu es sur, MeWe, qui est un réseau social un peu style Facebook, bah, tu devrais, t'y inscrire et Ulrich Génisson, il y est très actif dessus et clairement il poste énormément de publications scientifiques où pour lui, inverser la maladie de Parkinson, c'est pas compliqué. Inverser la maladie de Charcot, c'est pas compliqué. Enfin, pour lui, aucune maladie, heu, n'est pas guérissable dans l'absolu. Heu, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on t'annonce que tu as la maladie de Charcot, tu tout le monde te dira dans moins de 2 ans, alors tu vas mourir dans d'atroces souffrances et dans moins de 2 ans, tu es 6 pieds sous terre, quoi. Donc et on le voit bien de toute façon avec le carnivorisme, la maladie n'est plus la norme, on ne sait plus ce que c'est vraiment d'être malade. On comprend que la maladie, oui, n'est pas la norme, que c'est pas normal d'être malade et que ça ne devrait pas, dans l'absolu, ça ne devrait pas exister. On n'est pas immortel, mais on est fait pour vivre longtemps en bonne santé. Oui, oui, Et d'ailleurs, j'ai tendance, j'en parlais avec Hydra, j'aime bien, alors ça vient évidemment, ça vient pas de moi, je l'ai appris, je l'ai assimilé et j'y adhère totalement. C'est qu'au final, je peux dire que de qui ça vient, il se reconnaîtra, c'est un certain Rico avec qui j'ai beaucoup appris, sur Telegram, sur le réseau social Telegram. Heu et qui expliquait qu'au fait, dans l'absolu, on peut dire qu'on est toujours malade. C'est-à-dire que notre corps constamment, il se nettoie, via les émonctoires, il se régénère, il se répare, il traite des toxines. Mais comme il le fait sans être, débordé dans sa tâche, on ressent pas de symptômes et pour nous, au fait, il y a pas de souci quoi, ça roule. Et qu'au fait, à partir du moment où on fait des symptômes,
donc ce qu'on appelle la maladie, hein, ce que la médecine moderne a appelé la maladie en rangeant des symptômes dans des cases. Quand on fait de la symptomatologie, au fait, c'est le corps qui sature, notre organisme qui sature et qui a besoin de mettre en route des processus comme, on n'a plus d'appétit, on a envie de jeûner, on a envie de se reposer, de dormir, la fièvre, enfin il y a énormément il y a aussi une forte sudation, enfin plein de process qui permettent, d'emballer la machine pour qu'elle se nettoie encore plus rapidement dans un but Survie. de sauver l'organisme, en fait, je pense de et le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui abusent, qui font symptomatologie sur symptomatologie, qu'à un moment, c'est de plus en plus gros, de plus en plus gros et il y a un moment où la machine dit: «Stop». Donc enfin, ça peut paraître très simpliste, mais au fait, on le constate au quotidien que ça semble fonctionner comme ça. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien que ça soit pas la vérité absolue, qu'au fait, finalement, ça soit complètement différent, mais alors, j'aimerais qu'on me le présente, la façon différente, de ce fonctionnement. Donc je suis d'accord avec toi que les molécules qu'on ingère, qu'on appelle l'allopathie, elles ne servent qu'à, soit réduire des symptômes, soit réduire certains procédés physiologiques qui peuvent être bons ou mauvais, hein. Parce que moi, je ne suis pas totalement anti-allopathie dans le sens, bah, si vraiment il y a une grosse douleur, bon, bah, de la morphine, le temps que le corps se répare, ça peut être intéressant, ou, enfin même de l'aspirine, enfin des trucs entre guillemets «bêtes», pas qui font pas trop de dégâts ou en tout cas dont on n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Heu, je suis pas contre le fait d'atténuer la souffrance le temps que le corps se répare. Le problème évidemment, c'est quand on donne un traitement à vie, alors là c'est une catastrophe totale, heu, mais de l'allopathie qui est, heu, seulement présente de manière ponctuelle parce qu'il y a, des symptômes, parce que le corps est embêté par un certain truc. Moi, j'ai mon exemple à moi, j'ai fait retirer mes 4 dents de sagesse il y a pas longtemps là. Bon, bah, j'avais une Mmh, grosse douleur le temps que ça se répare, donc j'ai pris de ouais. l'aspirine, bon, ou du Doliprane. Bon, c'est pas Pour du terrible, confort. mais Pour du confort et tu en voilà, as mais conscience. voilà, exactement. Bah, j'ai conscience que, c'était et puis j'allais pas en prendre à vie. J'en ai pris le temps que, Mmh, ma bouche se régénère et que ça aille un peu mieux. mmh. Donc je suis pas contre l'allopathie quand c'est fait de manière très ponctuelle et pas, de manière prolongée. Pour certains cas très spécifiques de, on atténue la souffrance parce que on n'est pas venu là pour souffrir non plus. Donc si on peut atténuer la souffrance sans faire trop de dégâts au corps, parce que c'est pas parce que tu vas souffrir, pendant 5 jours le temps de ta régénération que, ta régénération va être meilleure ou que, tu vas être, en meilleure forme à la fin. C'est pas forcément ça. Alors évidemment, tu t'es un peu empoisonné avec des trucs qui Ouais. ont empêché, ta douleur d'apparaître, mais ton corps, il va le nettoyer, donc c'est pas très grave, dans le fond. Ça donne un peu plus de boulot à ton corps, mais vaut-il mieux être en souffrance totale pendant 5 jours et avoir tout de régénéré pendant 5 jours, ou être en moins grosse souffrance parce qu'on a pris de l'allopathie pendant 6 ou 7 jours parce que, bah, effectivement, du coup, il y a un peu plus à nettoyer parce qu'on a un peu, Mmh. enrayé la machine de la réparation. Bah, je préfère pas souffrir pendant 7 jours que, souffrir le martyre pendant 5 jours, tu vois? Hem, Je te rejoins totalement sur ce point-là. Juste, je veux juste préciser, au fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience quand ça c'est si on mentait pas aux gens, qu'on leur disait, en gros: «Vous prenez des antidouleurs, ça va pas vous guérir, ça va juste vous soulager». oui, Mais ayez conscience qu'il y a les effets secondaires, ils sont obligés de les indiquer. Si tu vas oui, sur, le Vidal, tu vas voir que des effets secondaires, pour chaque molécule, elles sont longues comme le bras et que généralement, une molécule qui est censée traiter, une certaine pathologie, les effets secondaires génèrent les mêmes symptômes que cette pathologie. Donc c'est un peu, voilà, tu vois, c'est un peu bizarre. oui, C'est pas normal, enfin, c'est oui, mais voilà, si on disait aux gens, voilà, clairement, on vous guérit pas, on vous soulage et ayez conscience que le processus de guérison risque peut-être d'être un peu plus long ou en tout cas vous vous êtes intoxiqué donc il faut savoir qu'il faut penser à favoriser la ah, de la détoxination, détoxification. Oui, voilà, au fait, on le dit pas aux gens, on leur fait croire que, tous les c'est le enfin, je médicament qui les guérit. c'est les médicaments qui les guérit et donc moi ça, j'aimerais bien qu'on m'explique, comment ça se passe dans l'organisme, est-ce que les médicaments Oui, viennent, réparer les tissus? Enfin, tu vois, ça a pas de sens. alors que pas du tout. Non, bien sûr.
Voilà, donc moi, après, il y a pas de souci, moi, le premier, je l'imagine pas, mais si vraiment un jour, j'ai un accident, je me pète une jambe, Oui, voilà, ou une grosse hémorragie, quelque chose qui bah, oui, évidemment, je pas envie de souffrir, inutilement. atrocement et puis, inutilement, c'est ça. Mais voilà, c'est juste ne pas tromper les gens, leur dire complètement, Oui, totalement ce à quoi ils doivent s'attendre. C'est qu'on a aussi, je pense, dans notre société, perdu une grande capacité de résilience face à la souffrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne c'est supportent vrai. plus d'avoir ni trop froid, ils supportent pas, trop chaud, ils supportent pas. Les face à la douleur, il y a plus du tout, on a tellement l'habitude de dès qu'on a la moindre douleur, le moindre symptôme de quoi que ce soit, de prendre quelque chose pour, mettre ça sous le tapis, bah, du coup, les gens n'ont plus une capacité alors que la douleur est quand même importante, c'est un moyen de notre organisme pour nous alerter qu'il y a un problème. Oui. Vas-y, j'ai Voilà. envie de rebondir sur ça. Ah là là! Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, 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 mais C'est faut en fait, m'arrêter, hein, là, je suis trop, donc ce dont tu parles là, c'est ce que aux États-Unis, alors je l'ai vu dans plusieurs podcasts, c'est ce qu'ils appellent la crise du confort. C'est mmh, il y a les gens sont tellement confortables qu'ils ne mmh, supportent plus aucune douleur, aucune souffrance, les gens ne supportent plus aucune perturbation de leur état et bah, ça empêche la résilience, en fait. Ça veut dire que les gens ne sont plus capables de supporter quoi que ce soit qui arrive dans leur vie, que ce soit un peu de stress, que ce soit un peu de souffrance, et en plus, vu que c'est assez cyclique, si on souffre, alors déjà, c'est pour nous montrer qu'il y a un problème et en plus, heu, c'est pour aller mieux après la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est un cycle infini. On est l'humain est dans le mécontentement permanent. C'est ça mmh qui mh. fait en sorte qu'après il soit content. Parce qu'en fait, si on n'avait pas de cycle content-mécontent, eh ben, on resterait bah, soit déprimé tout le temps, soit, je dirais pas stable, mais je dirais on n'aurait pas de haut et de bas. Et en fait, on se ferait chier. Et puis en plus, on le sait parce que même les gens, qui gagnent beaucoup d'argent ou qui ont l'habitude d'avoir un confort très élevé, si tu les remets dans des situations où ils ont moins de confort, alors que pour quelqu'un qui est à la rue, ce serait le confort absolu et ce serait génial, bah, ils sont mécontents. Et Mmh. en fait, le cerveau s'habitue énormément à rester dans le confort. Et moi, je pallie ça en essayant de faire des choses difficiles, notamment, la douche froide le matin, qui m'aide, beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est je me dis, quand je prends ma douche froide le matin, je me dis que je choisis ma souffrance. Et après, le reste de la journée passe beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que après avoir agressé ton corps de manière physique, il est beaucoup plus résilient face au stress de la journée, que ce soit un stress mental ou, quoi que ce soit d'autre, en fait. Et je fais ça aussi, bah, en faisant des régimes difficiles, en faisant du sport, parce que le sport, c'est une souffrance, hein. C'est-à-dire qu'on met une tension sur les muscles, c'est un stress, et pourtant c'est super bon pour nous. Bah, là, on est complètement dans la loi de l'hormèse, au final. Exactement. Générer des stress, aigus, mais ponctuels et ça incite ton organisme à progresser et surtout à rendre plus tolérable, certains seuils de et c'est ce qui s'est perdu de toute façon, encore une fois, va arrêter quelqu'un dans la rue, lui parler de la loi de l'hormèse, ils vont te c'est quoi? C'est quoi ça? Et c'est une catastrophe que les gens n'aient plus la résilience de s'asseoir dans la souffrance et de se dire: «Bon, bah, ça fait partie de la vie» et après d'aller mieux. Parce qu'en fait, le problème actuel, c'est que tout le monde est dans une espèce de dépression permanente, mais parce que personne ne fait de choses difficiles. Parce que dès qu'il arrive une chose difficile, ça a un impact sur le mental. Alors évidemment, c'est aussi lié à la nutrition, hein, mais ça a un impact sur le mental qui est extrêmement fort et en fait, plus personne n'est content, de manière générale. Et c'est totalement paradoxal, mais le fait de se faire souffrir volontairement, que ce soit en se stressant par le sport, en se stressant par la douche froide, en se stressant en faisant un régime, un peu compliqué, ou qui en tout cas est un peu challengeant, ou de faire du travail un peu challengeant, ça apporte une félicité qu'on peut pas trouver ailleurs, en fait. Ça apporte Mmh. une joie de vivre parce que la vie devient beaucoup plus facile, la vie devient beaucoup plus aisée et au niveau hormonal, on se sent beaucoup mieux, on est fier de nous, on fait des trucs que les autres font pas Mmh. ou qui est difficile pour notre corps et en fait, ça apporte la joie dans la vie de tous les jours. Ce qui est complètement paradoxal parce que tu pourrais te dire: Ouais. «Mais non, si tu te fais souffrir, tu te fais souffrir, il y a Ouais, mais pourquoi la aujourd'hui on souffrance t'apporte du bonheur?» Ça n'a aucun sens.
Le problème, c'est qu'on nous a fait croire que l'évolution, c'était d'aller toujours plus vers du confort, Ouais, que notre société, moderne, le progrès, c'est avoir toujours plus de confort. Pour ça que maintenant, enfin, je veux dire, la domotique s'est vachement développée, enfin, je veux dire, moins on peut en faire, mieux c'est, au fait, moins on peut être sollicité physiquement, mieux c'est, quoi. Après j'avais entendu, ça fait quelque temps déjà, mais qu'aux États-Unis, il y en avait certains qui, pour aller chercher le courrier à leur boîte aux lettres, prenaient leur voiture. Ils n'allaient même pas en marchant de la maison à la boîte aux lettres, quoi, donc enfin, c'est un waouh. délire, c'est des extrêmes, voilà, faut pas revenir à notre condition de vie d'il y a peut-être 1 ou 2 siècles qui était pas top, mais je pense qu'il faut garder un juste milieu et puis, maintenir notre organisme, quand même, ouais, résiliente, travailler notre résilience parce qu'on sait pas de quoi est fait notre avenir, quoi. Enfin, demain, on peut avoir effectivement des choses qui s'imposent à nous et si on n'a aucune capacité de résilience, bah, on est mort, quoi. Après, c'est la sélection naturelle, Exactement. quoi. Je pense parfois à cette fameuse phrase qui dit les temps durs créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps Oui, faciles, les temps faciles créent des hommes faibles et les les hommes hommes faibles faibles, créent ouais. des temps durs. Là, on est clairement sur les hommes faibles ont créé des temps durs et on est encore revenu à les temps durs vont créer des hommes forts et après Mmh. on réussira à remettre la société sur pied. Et désolé, je vais dire un truc qui choque tout le monde, les hommes faibles, ils vont tous crever et les femmes faibles aussi. Et tous les gens qui ont zéro résilience, dès que va y avoir une crise quelconque, ils vont tous mourir. Et donc la résilience vous permettra de survivre en cas de vrai pépin. Et nous, par exemple, on sait maintenant qu'on peut. Enfin, moi, je sais que je peux jeûner pendant une semaine sans mourir et ce ne sera pas un problème du tout. Et je ne vais pas être en détresse psychologique parce que je jeûne pendant une semaine. Alors que la plupart des gens qui ont un régime glucidique, enfin, c'est impossible. Impossible. Mmh. Déjà, quand je parle à certaines personnes qui ont un régime glucidique, de leur dire moi, je fais un seul repas par jour, là, ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé, ils me regardent avec des gros yeux comme ça. Moi, ça fait 4 heures que je n'ai pas mangé et j'ai faim, là, tu vois. Ouais, ouais. Waouh, Ah, c'est ça, exactement, ouais. c'est une Ah bah, il y a plein catastrophe. de choses, sur lesquelles on choque les gens, ouais. Le fait de jeûner, les quantités qu'on ingère sans grossir, quoi, et en étant en forme alors que, comme tu dis, les gens, ils mangent constamment, mais c'est des c'est on a l'impression qu'ils mangent comme des oiseaux, quoi, il y a quasiment rien et malgré tout, ils ont, ils sont en surpoids, ils ont plein de problèmes métaboliques, enfin mais oui, oui, c'est clair qu'il y a un tri, un moment ou un autre, il y aura malheureusement un tri qui va se faire et il y aura beaucoup de souffrance. Mais bon, enfin, tu me diras, il y a Oui, déjà de la souffrance parce que oui, oui, peu de gens sont finalement en bonne santé. il y a de la souffrance partout et c'est triste. Moi, j'aimerais que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux. Mais la loi de la nature, ça fonctionne pas comme ça. Mais non, évidemment, la loi naturelle, c'est la survie du plus fort, hein, de toute façon, on le sait, hein. Et ouais, Ouais. soyons un peu arrogants, mais bah, les plus forts métaboliquement et face aux maladies et face aux aléas de la vie, bah, c'est les carnivores, hein. En tant qu'humain, hein. On est en Mmh. haut de la chaîne alimentaire et demain, s'il y a une maladie à la con qui arrive, s'il y a une propagande, s'il y a un empoisonnement, si on empoisonne les sols, l'air, et cetera, bah, c'est les gens qui ont le meilleur métabolisme et la meilleure résilience et le meilleur système immunitaire qui vont survivre. Et oui, c'est triste, oui, c'est terrible, et oui, ce serait bien qu'on n'en arrive pas là, mais ça a pas l'air d'être parti pour ça. Ça a pas l'air d'être parti pour, «Ah mais tout le monde va pouvoir vivre correctement et les diabétiques, ils vont pouvoir avoir leur insuline à vie et tout va aller bien». Bah, comptez pas trop là-dessus, hein. Je pense pas que ça va se passer comme ça, hein. Si demain la société s'effondre, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui sont métaboliquement sains, hein. Et qui ne survivent pas grâce à plein de béquilles, que leur offre la société. Comme tu parlais de l'insuline, Exactement. je veux dire nous, demain, on se contente, on peut facilement se nourrir, on a besoin que de viande, et c'est bon. Alors que, Oui. je veux dire, 99 de la société, elle sera en grande difficulté, quoi, ça Et puis, surtout, on peut jeûner le temps de trouver la nourriture. C'est-à-dire, en fait, on peut oui, on peut complètement. alors Si faisons on est en le thé la capacité thé physique. c'est ça, la théorie catastrophe de, la chaîne alimentaire s'arrête totalement. La chaîne de distribution alimentaire s'arrête totalement Mmh mh. et
y a plus rien dans les magasins à côté. Alors déjà, pendant les 4 ou 5 premiers jours, bon, bah, il y a les gens, ils vont piller les magasins, et cetera. Une fois qu'il y aura plus rien à bouffer, ils vont, se taper dessus entre eux pour, récupérer le peu de trucs qui restent et au bout d'un mois, il y aura quasiment plus personne et les seuls qui pourront survivre, c'est ceux qui, bah, n'auront pas besoin de beaucoup de nourriture. Alors c'est sûr, on en aura besoin quand même, mais on en aura moins besoin que la plupart des gens et en plus, on pourra, survivre suffisamment longtemps en jeûnant pour pouvoir retrouver de la nourriture ailleurs. On aura un avantage physiologique qui est, gigantesque par rapport à ceux qui ont besoin de bouffer toutes les 4 heures, hein. Merci d'être venu Quentin Bah, merci à toi Raphaël, de ton invitation, c'était top. et merci tout le monde. Abonnez-vous, laissez un petit pouce et à la prochaine.